Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Sébastien Meurant, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes sénateur LR du Val d'Oise. Vous allez donc réagir à différents sujets et notamment à ce projet de loi bioéthique qui est arrivé cet après-midi au Sénat. Durant ces 2 heures, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Steve Jourdain et puis nous irons bien sûr dans l'hémicycle avec Quentin Calmet. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire avec nous aujourd'hui. Tam Tranui, bienvenue Tam. Vous êtes allé aux réunions de groupe au Sénat ce matin. Beaucoup de réactions aux actions de la CGT visant la CFDT. Et oui, on va parler coupure de courant. Il y a de l'électricité dans l'air entre les syndicats. On verra ça avec vous. Fanny Conqui fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Fanny. Audition au Sénat sur la lutte contre la radicalisation. Oui, cet après-midi, c'est Hugo Micheron qui était auditionné. Il est chercheur, il est l'auteur d'un livre très remarqué sur le djihadisme. Chercheur connu et reconnu, tout le détail avec vous. Samia Dechir est aussi avec nous ce soir. Bienvenue Samia. Le travail continue aussi au Sénat sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Oui, ce n'est pas vraiment rassurant pour les pompiers qui sont intervenus sur cet incendie. On verra ça avec vous dans une demi-heure. Sénat en clair. Retour donc sur l'arrivée de ce texte sensible au Sénat aujourd'hui. Ce projet de loi bioéthique. Les premiers articles concernent l'extension de la PMA. Ses opposants y voient un droit à l'enfant, mais aussi un pas vers la GPA. Mais au Sénat, les positions semblent un peu évoluer. On va lancer le débat ce soir avec nos invités. Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Commençons par cela, justement, Sébastien Meurant. Dans ce texte, il y a l'extension de la PMA, mais pas que. Beaucoup d'autres questions majeures y sont traitées. Je vous invite d'ailleurs à lire le très bon article de François Vignal sur le site de Public Sénat, publicsénat.fr. Il nous résume très bien tout cela. Avant d'en parler, on va faire le point et c'est avec Flora Sauvage. Si le Sénat, majoritairement de droite, ne veut pas s'opposer à l'extension de la PMA aux couples de femmes, il veut néanmoins définir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le non-remboursement par la sécurité sociale. Seuls les couples hétérosexuels infertiles qui peuvent bénéficier de l'AMP peuvent bénéficier d'une prise en charge dans la mesure où ils souffrent d'une pathologie. Mais sur la PMA, le groupe LR est divisé. Concernant la filiation d'un enfant né de PMA d'un couple de femmes, la Commission a adopté à une voix près la possibilité pour la mère qui n'a pas porté le bébé d'être reconnue comme l'un des 2 parents. L'opposition de gauche redoute des modifications en séance publique. On voit bien que la Commission ce matin a confirmé l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes et en même temps hésite sur les conditions de cette ouverture et est tenté de poser un certain nombre de conditions qui rendraient le droit à cette ouverture moins effectif que ce qu'il pourrait être. Si les regards se concentrent sur la PMA, les sénateurs ont aussi autorisé les tests génétiques à visée généalogique et le diagnostic préimplantatoire sous conditions pour les anomalies chromosomiques. Il y a la question de favoriser, tout en encadrant, la recherche sur les cellules souches. Pourquoi ça ? Peut-être qu'on va vivre dans quelques années la fin de l'orthopédie froide. Vous avez mal, pour les personnes plus âgées bien évidemment, mal au genou et à la hanche. Aujourd'hui, vous devez mettre une prothèse. Eh bien, peut-être que demain, les cellules souches seront en capacité de réparer nos organes. Enfin, sur la gestation pour autrui qui ne figure pas dans le texte, un amendement du gouvernement revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait validé la transcription à l'état civil français de l'acte de naissance établi à l'étranger d'enfants nés de GPA. Allons plus loin donc avec vous d'abord, Sébastien Meurant. Comment vous appréhendez ces débats sur le projet de loi bioéthique ? Je ne parle pas seulement évidemment de la PMA qui est un volet du texte mais pas le seul. Vous l'abordez avec sérénité ou avec des craintes ? Alors déjà, je regrette que l'on parle de ce texte aujourd'hui, alors qu'il y a tant à faire, et tant de plus urgent à faire. La France traverse des crises multiples, des gilets jaunes, 46e, 47e... Vous regrettez que nous en parlions ou que le Sénat en parle ? Que le Sénat en parle, que le gouvernement nous oblige à parler de ce texte, parce que je pense qu'il y a bien d'autres choses de plus urgent. De rétablir la sécurité là où l'insécurité explose, les statistiques sont sorties, le contrôle de nos frontières, puisque là, sur la question du nombre de demandeurs d'asile, ça explose aussi. L'un n'empêche pas l'autre, ce sont des dossiers sur lesquels, j'imagine, travaille aussi le gouvernement et nous, journalistes, travaillons aussi. Là, aujourd'hui, je pense que le Sénat ferait bien de se saisir de dossier des retraites, par exemple, qui inquiète grandement les Français. Donc, la question ça va venir. Oui, mais je pense que l'urgence,
c'est plutôt de mettre fin à la grève, d'éviter les conflits, les coupures de courant et autre chose. Donc là, je m'interroge sur, en fait, je pense que c'est plutôt un rideau de fumée sur l'état des ravages de cette politique qui se passe dans le pays, sur l'insécurité galopante, sur l'incapacité à mener une réforme des retraites, qui est quelque chose d'essentiel. Donc ce projet de loi bioéthique, vous l'abordez, mais à reculons, quoi. Je l'aborde parce qu'on est bien obligé de l'aborder. Alors c'est une question quand même essentielle, puisque en fait ça met à bas des siècles de bon sens et de ce que je pourrais revendiquer de la loi naturelle depuis des millénaires et dans toutes les cultures et les religions. Pour faire un enfant, eh bien, il faut une femme. Non, excusez-moi d'être aussi trivial, mais c'est ça. Et vous êtes contre, je le précise pour nos téléspectateurs, vous êtes contre l'extension de la PMA. Vous avez manifesté dimanche, vous êtes l'un des rares responsables politiques d'ailleurs à avoir manifesté dimanche. Je ne sais pas si je suis un des rares, en tout cas j'ai manifesté, j'ai toujours été contre, puisque je pense que pour mener une vie bonne, entre guillemets, je crois au bien, au mal, eh bien, il faut reprendre l'essentiel, et ça c'est l'humilité, des règles morales, sociales, religieuses acceptées par nos anciens. Et là, ça nous fait rien d'entendre Gérard Larcher qui lui se dit ouvert à l'extension, président du Sénat. Ça me fait strictement rien du tout, dans la mesure où je pense qu'être moderne, c'est pas céder à l'air du temps et ce qui semblera être l'air du temps. Moi, je crois que ce qui est primordial, c'est de défendre les droits de l'enfant et le droit qui priverait de père un enfant à naître, pour moi, est quelque chose de scandaleux. Parce que le droit doit être quelque chose qui définit une sorte de bien commun. Et le bien commun dans nos sociétés, ce serait de défendre les familles. Et les familles, on voit les ravages, les difficultés à faire, à comment vivre les familles monoparentales. Lorsqu'on s'intéresse au CCAS des communes, au département, la meilleure assurance sociale, c'est la famille. Et que ces familles éclatent, que les difficultés à vivre, c'est pas le problème. La question, c'est que le droit doit être le reflet d'un quelque chose qui est souhaitable. Et ce qui est souhaitable pour un enfant, c'est d'avoir un papa et une maman. Et voilà, je crois là-dessus, et je crois que c'est très moderne de défendre ça. Sébastien Meurant, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, justement. Ceux choisis par nos chroniqueurs du jour, c'est l'heure du club. Et Tam Trami, on commence donc avec vous. Vous revenez sur la montée des violences syndicales puisque ça a fait réagir au Sénat. Et oui, la violence entre syndicats, c'est un fait nouveau. Depuis qu'hier, une quinzaine d'individus cagoulés ont pénétré dans le siège de la CFDT, le syndicat réformiste qui, je le rappelle, avait déjà vécu une intrusion violente la semaine dernière. Cette fois-ci, ces personnes ont coupé l'électricité. Effectivement, c'est revendiqué, c'est signé. Regardez ce tract sur Facebook. Ce tract, c'est bien la CGT Énergie Île-de-France qui accuse Laurent Berger, je cite le tract, de négocier les couleurs et les formes de nos futures chaînes et qui attaque également ainsi la collaboration de classe. On l'entend, les attaques verbales sont très violentes. La CFDT est jugée complice du gouvernement par la CGT Énergie. Elle est mise dans le même sac que l'exécutif. Et ça a évidemment fait réagir Laurent Berger. Oui, le secrétaire général de la CFDT, qui était hier l'invité de notre émission Audition publique, il est d'ailleurs arrivé extrêmement tendu. Il nous a dit combien c'était violent, impressionnant pour les salariés de la CFDT qui ont assisté comme ça à l'éruption quand même de 15 personnes habillées complètement en noir, cagoulées. Certains ont craint le pire. Écoutez justement sa réaction et le fait qu'il explique aussi avoir été en contact avec Philippe Martinez, son homologue de la CGT. Regardez. En tout cas, je trouve que ce climat est insupportable. Je le répète, nous sommes dans une démocratie, nous ne pensons pas tous la même chose, c'est bien normal dans une démocratie. Il y a plusieurs organisations syndicales dans ce pays, elles ne portent pas toutes exactement la même appréciation sur la période, mais la CFDT est légitime, elle doit être respectée. Philippe Martinez, à titre personnel, m'a dit qu'il condamnait, et je le crois, comme il avait appelé vendredi pour dire qu'il condamnait l'action qui a été menée. Donc on comprend que Philippe Martinez a condamné à titre personnel cette intrusion, mais pas du tout au nom de son syndicat. Et oui, il faut dire qu'en même temps que Laurent Berger s'exprimait sur notre antenne, nous rapportait ces propos de Philippe Martinez, il y avait en même temps des cadres de la CGT sur les chaînes info qui, au contraire, relativisaient cette intrusion, disaient que ce type d'action, les coupures d'électricité, ce n'est pas une action violente. Certains allant même à appeler à faire d'eux-mêmes à l'Élysée ou encore dans de grandes entreprises. On le voit, la position donc du syndicat sur ce point n'est pas très lisible. On voit que, il y a d'un côté les leaders qui ne veulent pas ouvertement condamner les actions de leur base, aussi radicales soient-elles, ces actions de la base contre d'autres syndicats. Ça fait réagir les sénateurs, les Républicains. Écoutez justement Roger Carucci. Si des responsables syndicaux
qui sont censés participer à la vie démocratique. Légitime la violence, l'intrusion, on se demande effectivement comment on va expliquer aux autres, aux manifestants, aux gens dans la rue, aux simples citoyens, comment lui n'a pas droit à la violence. Donc j'espère que les responsables de la CGT vont se reprendre, s'excuser parce que le groupe qui s'est revendiqué de la CGT Énergie et qui a envahi la CFDT, c'est pas admissible. Voilà, pour Roger Karoutchi, on l'a compris, on est dans un cercle vicieux. La condamnation à titre personnel de la part de Philippe Martinez ne suffit pas. Pour lui, eh bien, le patron de la CGT doit condamner officiellement et au nom de son syndicat ces actes, il doit s'excuser. Le sénateur LR qui juge également que ce culte de la violence est contraire aux valeurs de la démocratie. Et puis la question, Tam, c'est aussi de savoir d'où vient cette augmentation de la violence. Et là, j'en ai interrogé des sénateurs de droite comme de gauche. Beaucoup lient cette montée de la violence au climat social actuel, au pourrissement de ce climat, et certains, notamment à gauche, l'imputent à la gestion de la crise par l'exécutif. Écoutez Martine Filleul. Moi, je regrette sincèrement qu'il y ait des dérapages, que ce soit des dérapages par l'intrusion qu'il y a eu à la CFDT, que par les violences policières à l'occasion des manifestations. Tout ça, je le regrette, mais je pense que ce n'est pas par hasard si ces choses-là arrivent. C'est bien parce qu'il y a une exaspération des Français, une radicalisation, parce que les Français aujourd'hui ne sont pas entendus par le président de la République, ne sont pas entendus par le gouvernement. Voilà, donc l'exécutif actuel responsable du climat de violence globale à cause de son attitude, de sa surdité, c'est là l'attaque de l'opposition. On va quand même rappeler 2 éléments de contexte pour conclure. 1, les coupures d'électricité, elles sont aujourd'hui courantes comme action contre les retraites. Il n'y a pas eu seulement contre la CFDT qu'il y a eu ce type d'action. Il y en a encore eu une d'ampleur ce matin. Dans le sud de Paris est signé encore une fois de la CGT Énergie. Et les violences dans les luttes syndicales, ça ne date pas que d'aujourd'hui, il y en a eu aussi par le passé. Prenez 1995, Nicole Notat est alors à la tête de la CFDT. Elle doit affronter les invectives de la part de sa base, mais de la part aussi d'autres syndicats. Et déjà, elle, on l'accuse de faire le jeu des patrons et du gouvernement. Mais là, il y a quand même une nouveauté, une gradation. C'est qu'on est passé des paroles aux actes. Et ce type d'action commando d'un syndicat contre un autre, c'est inédit. Alors Sébastien Meurant, vous, comment est-ce que vous l'expliquez, cette montée actuelle de la violence ? L'ensauvagement de la société et l'incapacité du pouvoir à écouter les revendications, qu'elles soient de droite ou de gauche. Mais évidemment, comme mon collègue Roger Karoutchi, peut que regretter la violence, la condamner. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce gouvernement, ce président de la République divise les Français au lieu de travailler uniquement à la concorde, essayer de retisser les liens des Français autour d'un projet politique. Mais c'est possible de réformer et de retisser les liens ? C'est compatible ? Bien entendu, à partir du moment où la réforme a du sens. Là, sur la réforme des retraites, ça n'est pas encore passé au Parlement. Ça fait 2 ans qu'ils en parlent dans leur coin, avec des experts, avec M. Delevoye, il a disparu. Et ce n'est pas passé au Parlement. Où est-ce qu'on doit discuter des réformes ? Et les réformes, normalement, la réforme, c'est fait pour quelque chose qui est positif, ça amène un plus à la société. Pas retirer. Et là, on a créé des inquiétudes multiples et variées, des avocats aux cheminots, à RATP. Donc là, cette volonté de tout remettre, de tout balayer, de faire une révolution... Sans passer par les étapes traditionnelles que sont, par exemple, les syndicats, le Parlement d'abord. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur de méthode. Bien entendu que c'est une erreur de méthode. Et là, ça craque de partout. C'est quand même inquiétant. Parce que on voit bien que le président de la République, sur cette question des retraites, s'est contredit à 6 mois d'intervalle. Reprenez ses déclarations en avril sur le principe d'universalité, reprenez-les le mois dernier. Donc, on ne sait pas du tout où on va. Il y a un problème de méthode, il y a un problème de cap, et les personnes ne savent pas où elles en sont. Et quand vous imaginez, vous mettez à la place des personnes qui, par des réformes, et là, parce qu'on parle de l'énergie, les projets de séparation, de la production d'EDF, c'est des projets qui inquiètent énormément, et à juste titre, les membres de ces grandes sociétés. Vous n'êtes pas loin de pas justifier cette violence, mais en tout cas de dire, effectivement, vu l'angoisse... Je ne justifie pas, mais je la comprends dans la mesure où le gouvernement attise les conflits partout où il passe, partout où il prend la parole sur les retraites. Mettez-vous à la place de ces personnes, alors là, on peut appeler des enseignants qui se voyaient privés d'une partie de leur retraite, et
Et là, à ce point que la porte-parole du gouvernement vient sur les plateaux, déclare quelque chose sur l'âge pivot, se contredit une heure après. Donc eux-mêmes ne comprennent pas. Comment voulez-vous que les Français comprennent? Et cette question, et les questions qui sont compliquées, demandent du temps. Là, le gouvernement a systématiquement quasiment choisi la procédure accélérée. Alors là, pas pour la PMA et pour les questions de... Enfin, ça avait été le cas pour les autres réformes des retraites, oui, la mais, procédure accélérée. Mais on est dans un monde qui évolue vers un ensauvagement. Et c'est pas la première fois que les syndicats sont violents. Ça existe à travers l'histoire. Mais là, dans tout, dans tout ce qui se passe, on n'a jamais vécu les gilets jaunes pendant je ne sais pas combien de semaines. Cette grève-là est une grève qui dépasse la grève de 95. Donc ce gouvernement et ce président est incapable de rassurer les Français, de fixer un cap. Et la méthode est mauvaise. Voilà. Mais vous, par exemple, qui avez toujours plaidé pour le report de l'âge légal de départ à la retraite, est-ce que vous pensez que vous auriez fait mieux? Alors là, parce que ça aurait mis tout le monde dans la rue de la même façon. Là, non, les Français sont des êtres intelligents à partir du moment où on les explique. Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Toute l'Europe et tous les pays occidentaux ont expliqué que les gens vivent plus vieux et que l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir payer les retraites sans augmenter les cotisations et garantir les pensions. Si vous aviez dit on part à la retraite à 65 ans, vous n'auriez pas mis les Français dans la rue en expliquant bien les choses? C'est d'arriver à définir un but et après de parler, de prendre le temps de parler avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, les organisations syndicales, pour définir un objectif à atteindre et prendre le temps. Ce qui se passe sur les retraites, la droite a fait X réformes sur les retraites, ça n'a pas toujours été simple. Ça avait mis tout le monde dans la rue. Mais comme il y a des choses qui sont passées, là on ne parlait pas du financement, imaginez-vous. Il ne faut quand même pas oublier aussi que les réformes, le gouvernement, le président parle de réformes, mais il ne les fait pas. La SNCF, il y a 2 ans et quelques, il y a eu des réformes. On était 2 à s'abstenir sur ces réformes, parce que c'est pas des réformes, c'est des réformes qui n'amènent à rien, au contraire, qui cassent un modèle. Donc l'explication où on va aller après une méthode, et une méthode par les corps intermédiaires. Jupiter veut passer au-dessus de tout le monde, le président et tout le reste, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un autre sujet qui va vous intéresser, qu'on va aborder avec Fanny Conqui. Fanny, audition sur la lutte contre la radicalisation au Sénat aujourd'hui. Oui, alors quelques éléments de contexte. Pour commencer, cette commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, elle a été demandée par le groupe Les Républicains suite à l'attentat à la préfecture de Paris. C'était le 3 octobre dernier. Depuis début décembre et pour 6 mois, les sénateurs de cette commission entendront donc des acteurs de terrain, mais aussi des chercheurs, des spécialistes de la question pour établir un diagnostic et déterminer les moyens d'agir. Alors, qui était donc auditionné aujourd'hui? Alors, cet après-midi, c'était Hugo Micheron qui était auditionné. Il est chercheur au sein de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure. Il est enseignant à Sciences Po Paris et il a publié ce mois-ci un ouvrage remarqué qui s'intitule « Le djihadisme français ». Cet ouvrage, c'est le résultat de sa thèse et pour cette thèse, il a mené 80 entretiens depuis 2015. Il a pu rencontrer en prison des militants djihadistes condamnés ou en attente de procès. Il a donc une expertise rare sur le sujet. Alors qu'attendaient les sénateurs de cette audition? Je vous propose d'écouter Nathalie Delattre, présidente de cette commission. Il a eu effectivement un regard sur cette évolution du djihadisme et son application, notamment en France. C'est vrai que nous allons pouvoir décortiquer avec lui ces différentes étapes et peut-être les ratés que nous avons eus tant sur la recherche que sur les politiques publiques en la matière. Alors, que retenir des travaux d'Hugo Micheron? Tout d'abord, plusieurs erreurs de la part des pouvoirs publics et qui remontent il y a plusieurs années. Tout d'abord, avoir sous-estimé les attentats commis par Mohamed Merah en 2012. On l'a identifié lui comme un loup solitaire alors qu'il s'agissait en fait de l'aboutissement de 15 ans de dynamique salafiste dans la région de Toulouse. Et puis ensuite, ne pas avoir non plus pris la mesure des conséquences des départs de ces Français en Syrie qui partaient pour combattre et créer le califat. Je vous propose d'écouter Hugo Micheron justement sur le sujet. Le réflexe a été d'interpréter leur départ comme finalement un départ vers la mort, alors qu'en fait ces individus, ils n'allaient pas se faire tuer en Syrie, ils allaient au contraire construire ce qu'ils percevaient être un État islamique. On a considéré que le djihadisme en fait français allait se vider comme un réservoir se vidant en Syrie, alors qu'en fait c'est plutôt l'image de cellules souches qui se scindaient en deux, qui allaient grossir parallèlement, et c'est comme ça qu'on arrive avec des corps de plusieurs centaines de djihadistes français à partir de 2014. Avant de poursuivre, une info de toute dernière minute qui concerne complètement votre sujet. Fanny, on apprend à l'instant que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement depuis 2014
pour radicalisation. C'est une information qui nous vient de Matignon. Le travail d'Hugo Micheron, donc, un travail de recherche qui l'a mené à plusieurs conclusions. Oui, alors premier élément à retenir, les zones de radicalisation ne sont pas forcément liées aux zones de banlieue, comme on l'entend souvent. Ce sont surtout des zones où les militants djihadistes ont investi le terrain, ont travaillé le terrain local pour diffuser leurs idées. Deuxième élément de ces recherches, le passage en prison des djihadistes est une sorte d'enclave qui permet donc au mouvement de prospérer et de recruter. Troisième élément à retenir, les moyens d'action des djihadistes, ce n'est pas forcément les attentats. C'est aussi l'idée qu'il faut diffuser une idéologie et ça commence dès le plus jeune âge et ça passe par exemple par la création d'écoles privées hors contrat, par la création d'associations de loi 1901 ou encore par des librairies. Je vous propose d'écouter Hugo Micheron. Il nous relate les propos d'un djihadiste qu'il a écouté pendant ses entretiens. Ils vont cibler des individus à faire basculer. De ce point de vue-là, un recruteur dont le propos est analysé dans le livre explique que finalement son rôle, c'était pas tant de recruter finalement que d'avoir un rôle d'éducateur dans les quartiers. Il prenait cette image en l'inversant en disant, moi je ne travaillais pas à l'intégration des Français évidemment dans la République française que je considère comme l'ennemi principal. Il disait mais au contraire, je cherchais à la désintégration et à la réintégration dans les réseaux djihadistes. Alors Sébastien Meurant, est-ce que comme Hugo Micheron, vous avez l'impression que les pouvoirs publics sont un peu passés à côté du sujet et selon vous, quelles seraient les pistes à creuser? C'est une réalité. Si au cœur de l'APP, il y a eu un attentat, c'est bien que les pouvoirs publics n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir. Là, c'est une urgence. Plutôt que de parler de PMA et de passer des semaines à parler de ça, le gouvernement, le président devrait s'emparer de ce sujet. Il y a les élections municipales dans 2 mois. Là, dans plusieurs départements, les pouvoirs publics, dans le mien, le Val d'Oise, l'État, par l'intermédiaire de ses représentants, craint que certaines municipalités passent aux mains des salafistes, fréristes et autres, représentants de cette idéologie de mort, cette théocratie d'un autre siècle, et c'est extrêmement grave. Donc, écoutons les spécialistes, mais surtout agissons pour tous ceux qui sont partis à l'étranger. Lorsque j'entends la garde des Sceaux, les laisser revenir, je me dis, alto fou. Il y a des procédures qui existent, la déchéance de nationalité. Ça, c'est des choses qui existent dans le droit. Pourquoi ne pas protéger les Français? Tous ceux qui veulent notre mort n'ont rien à faire en France. Ce sont des mesures en réaction, en prévention. Mais en prévention, eh bien, ne laissons pas ouvrir, ne laissons pas vivre des écoles où les petites filles ne sont pas dans les mêmes lieux que les petits garçons. On n'apprend pas l'école de la République et de la loi française, mais on apprend une idéologie qui est dangereuse, et on sait que ça n'existe pas depuis 2 ans, mais que c'est des cellules souches aujourd'hui on parle de cellules souches qui se diffusent. Donc là, le nombre de morts français, combien faudra-t-il qu'il y en ait pour s'emparer vraiment de ces territoires perdus de la République? Et rappelez-vous ce que disait le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui était auprès du président de la République lorsqu'il a démissionné. C'est inédit, c'est grave. Donc il faut s'emparer urgemment de ce sujet, arrêter d'en parler et agir. Surtout que la plupart de ces personnes, au moins pour une bonne partie, sont connues. Et je rappelle quand même que ça agit en coulisses, puisqu'on apprend ce soir que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement depuis 2014. Parce que c'était à la mesure des risques. Mais ce sont des gens qui ont été écartés, donc c'est sous surveillance. On va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, avec vous, Samia Dechir. On en parle peu, mais les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen continuent de faire peur aux habitants. Le Sénat poursuit là aussi ses auditions pour trouver des réponses. Et elles ne sont pas toutes rassurantes, ces réponses. Ce matin, la commission d'enquête du Sénat a auditionné un chimiste qui s'appelle André Picot et qui s'inquiète surtout pour les pompiers qui sont intervenus et qui ont été exposés à l'amiante. Alors, il ne s'inquiète pas spécialement pour ceux qui étaient en première ligne, qui étaient équipés de combinaisons, mais surtout pour ceux qui étaient derrière et qui n'étaient équipés que de masques assez légers, parce qu'ils ont été exposés à ce qu'on appelait une pluie d'amiante. Donc ça veut dire qu'ils ont respiré une concentration très forte sur un temps très court. Et ça, nous dit le chercheur, ça va très vite saturer un organisme et avoir des effets très dangereux sur la santé. On l'écoute. Une des propriétés de l'amiante, qui est assez spécifique de l'amiante, c'est de déclencher des cancers de l'enveloppe des poumons, qui s'appelle la plèvre, et donc de faire ce qu'on appelle des mésothéliomes. Ces mésothéliomes, les chances de survie sont très faibles en général. Or, Madame Buzyn a demandé des analyses, et qu'est-ce qu'elle a demandé comme analyse de ces pompiers? Des analyses de sang, de l'état du foie des pompiers.
Or, tout le monde sait très bien que l'amiante n'a aucun impact sur le foie et qu'ils auraient mieux fait de vérifier un petit peu l'état de leur tractus pulmonaire. Et puis Samia, il y a aussi des habitants qui sont nombreux à avoir retrouvé des morceaux d'amiante dans leur jardin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux aussi ? Alors pour eux, pas forcément, parce qu'à faible dose et à plusieurs kilomètres du site, ça a des effets irritants, l'amiante, mais pas forcément dangereux. Cependant, il y a un autre risque qui est celui de la toxicité des huiles qui ont brûlé ce jour-là en grande quantité à Lubrizol. Et tout chimiste qu'il est, André Picot, qui a été auditionné ce matin, a dit qu'il était totalement incapable, comme tout le monde. On n'a pas de réponse aujourd'hui pour dire si oui ou non il y avait une toxicité aiguë de ces huiles. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait tout simplement mener une étude épidémiologique auprès de la population, mais le problème c'est que pour l'instant ça n'est pas prévu. Et j'imagine que ça prend du temps. Les autorités ont pourtant très vite dit qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë des produits qui ont brûlé à Lubrizol. Oui, elles se sont peut-être avancées un petit peu trop vite. Souvenez-vous des déclarations des ministres qui se voulaient rassurants mais qui se sont très vite contredits et qui ont donc rapidement perdu la confiance de la population. À ce propos-là, la commission d'enquête du Sénat sur Lubrizol a aussi entendu ce matin un chercheur en gestion de crise qui s'est montré très sévère avec celle du gouvernement. Pour lui, la France est très en retard, d'abord par les outils qu'elle va utiliser pour prévenir la population en cas de catastrophe. Il faut savoir qu'on en est encore à utiliser les sirènes quand d'autres pays ont mis en place un système très efficace d'envoi de SMS systématique à tous les téléphones portables présents sur la zone d'une catastrophe, quel que soit l'opérateur qui apparaît sur un écran verrouillé. Bon, nous, on n'en est pas encore là. Mais surtout, ce que disait le chercheur, c'est que, selon lui, en tout cas, les autorités françaises ont une gestion de crise qui est très pyramidale encore pour le moment, trop pyramidale. Parce qu'en fait, ce qu'elles cherchent à chaque fois, c'est à rassurer à tout prix la population, même quand elles n'ont pas forcément les réponses. Et ça ne peut qu'attiser la méfiance de la population, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Donc pour lui, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les autorités françaises doivent apprendre à gérer les crises avec les populations. On écoute ce qu'il préconise. Un travail repensé avec le citoyen. Non plus, on va vous expliquer, on vous dira ce qu'il faut faire, mais on va travailler avec vous sur les questions que vous vous posez à partir des ressources qui sont les vôtres et les nôtres. Je suis frappé, par exemple, sur l'affaire Lubrizol d'ailleurs, de voir les Belges, la cellule nationale belge qui a une génération d'avance sur nous, qui était tout de suite en écoute des réseaux sociaux pour savoir sur quoi ils seraient interrogés, comment ils pouvaient rentrer en relation. Et c'est cette relation comme ça. Mais si vous avez peur, si votre seule identité, c'est les réponses définitives que j'ai, avec l'idée, il faut surtout que je les rassure, autrement ils vont paniquer, avec ça, vous ne pouvez pas gérer les crises actuelles. Sébastien Meurant, vous êtes sénateur du Val d'Oise. Sur votre département, il y a une dizaine de sites Seveso. Plusieurs d'entre eux sont classés Seveso seuil haut, comme Lubrizol, donc à très haut risque. Est-ce que sur votre département, vous avez pris des mesures pour tirer les leçons de ce qui s'est passé à Lubrizol et vous organiser un petit peu différemment? Alors vous voulez dire, est-ce que le gouvernement, à travers des autorités... Oui, les acteurs du territoire en général, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a la préfecture également. Je n'en sais rien. Moi, sur ma commune et dans mon canton, je n'avais pas de ces usines. Là encore, ce que souligne le reportage, c'est la méthode et la confiance. Et heureusement que nous avons les services des pompiers qui fonctionnent d'une manière magnifique. Je tiens à rendre hommage à ces hommes qui sont de plus en plus toujours sollicités, agressés, bombardés de pierres. Ce n'était pas le cas il y a 10, 20 ou quelques années antérieurement, et qui prennent tous les risques. Et là, l'exemple que vous relatez montre que le gouvernement a voulu rassurer à tout prix. Et alors des réseaux sociaux, justement, en voulant rassurer à tout prix, on suscite l'inverse et on suscite toutes les folles rumeurs. Donc dire la vérité plutôt que rassurer sans information. Quand on ne sait pas, autant dire qu'on ne sait pas, mais aller dire qu'il n'y a aucun risque, ou aller dire qu'il faut rester confiné chez soi. Enfin, mettez-vous simplement à la place des citoyens qui ont une famille, qui ont des femmes et des enfants, enfin qui ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Donc là, ce qui est désagréable, c'est qu'on se moque toujours des fumées de Tchernobyl, du nuage de Tchernobyl, ça fait 86. Là, on n'a pas beaucoup progressé. Et là encore, les pouvoirs publics, à partir du moment où on n'a pas la recherche de la vérité, la recherche de l'efficacité derrière, ça pose un problème de confiance et ça suscite la méfiance et donc les troubles et les désordres. Parlons un peu des élections municipales. À partir de maintenant, Public Sénat se mobilise pour vous faire comprendre les enjeux du scrutin. Direction Lyon aujourd'hui, où il faudra choisir un maire, mais aussi un président de métropole. Et attention, duel de macronistes en perspective. Reportage de Drey Vuettaz et de Roman Boudier.
D'ici, on observe l'étendue de la métropole de Lyon. C'est pour ce territoire et pour les compétences nombreuses qui vont avec que La République En Marche se déchire. 2 membres du parti sont candidats à la présidence de la métropole. Gérard Collomb, il a l'investiture, et David Kimmelfeld, son ancien protégé, le dissident. Et puis intensifier les porte-à-porte, etc. Je pense que c'est très important. Monsieur Kimmelfeld, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel président de la métropole de Lyon. Vous vous représentez pourquoi ? Au regard des enjeux que nous avons ici, on a quelque part une forme d'urgence. On a une urgence écologique comme de partout. On a une urgence sociale parce qu'on a un territoire qui est très divers et très varié. Et je crois que je suis celui qui a pris en compte l'ensemble de ces urgences. Il y a des personnalités au sein de La République En Marche, en tout cas au sein du clan de l'autre candidat investi, qui ont des mots assez durs à votre rencontre. On parle de traître, vous répondez quoi ? Vous savez, si la majorité des maires d'arrondissement qui étaient dans la majorité de Gérard Collomb nous ont rejoints, c'est pas simplement par goût de la traîtrise, c'est parce qu'ils considèrent qu'il y a un enjeu majeur et cet enjeu, les réponses, eh bien, elles sont dans notre projet. Donc il n'y a pas de traître ou d'autres choses. Non, il y a 2 projets qui qui vont se comparer et puis les électeurs et les électrices choisiront. Bonjour. Monsieur Collomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel maire de Lyon, vous êtes aussi candidat à une fonction, président de la métropole que vous avez déjà exercée. Pourquoi vous représentez ? Je pense que nous voulons continuer ensemble ce que nous avons réalisé depuis maintenant 3 mandats. Nous avons commencé la grande transformation de Lyon sur le plan écologique. Vous connaissez ici les berges du Rhône, les rives de Saône. Voilà, on veut continuer dans ce qui a fait notre succès. Partir en ordre dispersé, est-ce que c'est pas inquiétant ? Est-ce que du coup vos opposants vont pas en profiter pour gagner un petit peu de place dans les sondages, par exemple ? Il aurait mieux valu effectivement partir rassemblés, mais les choses sont comme cela. Nous avons eu des difficultés effectivement à nous mettre d'accord, nous n'avons pas réussi. Le fait qu'il y ait des députés, La République En Marche, qui le soutiennent, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est des députés qu'on a contribué à faire élire par le passé, donc évidemment il y a toujours un petit pincement de cœur, mais on continue sur notre trajectoire. François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat Les Républicains à la présidence de la métropole. Pourquoi vous êtes candidat ? Pas seulement les Républicains, c'est la droite et le centre en réalité, et puis ceux qui ont envie de venir, naturellement. Pourquoi je suis candidat ? Parce que d'abord, je suis élu à la métropole depuis longtemps. J'ai été maire d'une commune de l'agglomération pendant 20 ans et je suis un amoureux fou de ce territoire. J'ai envie de porter des projets sur la base du développement durable comme socle de toute notre politique, de l'environnement notamment, et particulièrement pour essayer de l'imager. On a un projet de Central Park de 70 hectares en plein cœur de cette métropole. Et les candidats se bousculent. En face de vous, on a même 2 candidats, La République En Marche. Alors, en face, ils sont divisés. Entre, j'ose pas dire, le père et son fils, mais c'est un peu ça quand même. On ne gagne pas parce que l'opposition est divisée, mais ça peut aider à la victoire. Donc bien sûr que, bon, voilà, je le constate, je le prends comme tel, mais mon but est d'aller bien au-delà et de convaincre dans les 14 circonscriptions électorales. La division qui semble aussi servir le candidat Europe Écologie Les Verts, Bruno Bernard, crédité de 25% d'intention de vote dans les sondages, juste derrière le premier, Gérard Collomb, à 27%, même si la campagne ne fait que commencer. Et c'est la fin de cette première demi-heure d'Allons plus loin. Merci Sébastien Meurant d'avoir été notre invité. Merci à toutes les 3 d'avoir fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré ce soir à cette actualité forte au Sénat, le début de l'examen du projet de loi bioéthique. La mesure phare, c'est l'extension de la PMA. Quentin Calmet, vous êtes dans l'hémicycle, vous suivez ces premières discussions qui ont commencé sur ce point précis, sur l'extension de la PMA, c'est ça ? Alors oui, on vient de terminer effectivement, Rebecca, les 3 heures de discussion générale qui servent d'introduction à l'examen de ce projet de loi. Je voulais vous lire quand même au passage quelques expressions prononcées dans l'hémicycle. Le projet de loi de bioéthique est un débat pour les générations futures, je cite, sur l'avenir du genre humain. On voit déjà des prises de parole pour dire l'importance donc de ce qui va se jouer avec cette révision des lois de bioéthique dans les 15 prochains jours, ici examinées par les sénateurs dans l'hémicycle. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, vous le rappeliez Rebecca, mais effectivement la quasi-totalité des orateurs aujourd'hui ont parlé de cette mesure emblématique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Pour le gouvernement, il s'agit tout d'abord de s'adapter aux Français. Écoutez Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Il n'y a pas
Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Tout projet parental formulé dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation est déjà, dans le droit en vigueur, soumis au respect de l'intérêt de l'enfant à naître et il continuera de l'être. Cette extension de la PMA pour toutes a déjà été adoptée en commission spéciale. Il s'agit maintenant de voter à nouveau la mesure ou pas dans l'hémicycle. Mais donc pour les sénateurs LR, ils ont réaffirmé leur opposition à cette ouverture de la PMA. Muriel Jourda, l'une des co-rapporteurs du texte, ou encore Philippe Bas, le président de la commission des lois, ou encore le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Lorsqu'il s'est exprimé, c'était très intéressant, il y a eu un grand silence qui s'est fait dans l'hémicycle. Écoutez Bruno Retailleau. La liberté des adultes s'arrête là, où commence le droit de l'enfant, évidemment. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que si on estime vraiment parmi nous que les enfants désormais n'ont plus besoin de père, alors qu'on ne le prouve pas à 90%, mais à 100%, ce que j'observe, c'est que dans ce texte, celui qui prend tous les risques, c'est l'enfant. Bruno Retailleau qui a été très longuement applaudi sur les bancs de la droite et donc de l'autre côté de l'hémicycle, on lui a répondu à l'occasion du discours de Marie-Pierre de la Gontrie. Vous allez l'entendre, la gauche est très largement favorable à cette ouverture de la PMA à toutes les femmes. Comment prétendre qu'il s'agirait ainsi d'enfants programmés pour le malheur, au seul motif de l'absence d'un père, comme si la présence du père était l'assurance du bonheur, comme si ces femmes n'avaient ni frère, ni père, ni parfois de fils? Pourquoi refuser ces projets parentaux qui, eux, ont la certitude de l'amour pour l'enfant? Faites le deuil de la famille idéale, car elle n'existe plus, le papa, la maman, les enfants. C'est déjà autre chose qui se passe. Chacun a subi des pressions. Aujourd'hui, nous subissons des pressions. Encore à l'instant, j'ai reçu dans l'hémicycle un courrier d'une association faisant pression sur nous. Alors, je vous le dis à tous, les Français sont prêts. Résistez aux pressions, ce sera votre honneur. Et Rebecca, un dernier mot pour dire que nous avons pu consulter ces tracts envoyés aux sénateurs. Ils ont été envoyés par l'association Alliance Vita, l'organisation pro-vie, anti-euthanasie. Et bien, sur ces tracts, on peut lire « La société progresse à condition de respecter la vie ». Le débat est tout de même très serein, si ce n'est qu'il commence à se tendre sur l'opportunité ou non d'inscrire dans la loi l'idée qu'il ne doit pas y avoir de droit à l'enfant. Et c'est ça qu'on est en train de discuter au moment où nous nous parlons. On va continuer d'en parler sur ce même plateau. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces précisions. Avec nous pour Sénat en clair ce soir, Rémi Féraud, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Bruno Sido, bienvenue, sénateur LR de la Haute-Marne, ancien président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous êtes signataire d'une tribune contre la PMA dans le Figaro, c'était en avril 2018. Alice Coffin, bienvenue. Vous êtes candidate Europe Écologie Les Verts dans le 12e arrondissement de Paris et cofondatrice de la conférence européenne lesbienne. Nous attendons également Dominique Quignot, qui est membre du comité consultatif national d'éthique. Elle nous rejoindra d'ici quelques minutes. Bruno Sido, l'Assemblée a dit oui à l'extension de la PMA, un oui clair. Au Sénat, on se dirige aussi vers un oui un peu plus petit, avec des bémols. Bruno Retailleau nous dit toute la bataille, c'est d'installer des garde-fous. Vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là? Écoutez, nous avons été élus les uns et les autres avec nos convictions. Et naturellement, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui est dans l'air du temps qu'on doit refuser de suivre ses convictions parce que nos électeurs nous regardent. Elles peuvent évoluer ces convictions au contact, au moment des débats, justement. Elles peuvent évoluer au moment des débats, c'est pour ça qu'il faut y assister, y participer. Mais pour l'instant, je ne vois pas effectivement l'opportunité d'étendre la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Bon. La PMA a été faite pour les couples stériles, plus ou moins stériles, au départ, ça a été fait pour cela, et pas du tout pour favoriser la naissance d'un enfant dans un couple homosexuel, de lesbiennes. À vrai dire que ces personnes qui sont tout à fait respectables, je le précise, mais qui ont fait le choix d'être unisexes, si je puis dire, elles savaient bien dès le départ qu'elles ne pourraient pas avoir d'enfants. Donc on a trouvé, c'est une extension de la PMA, pour convenance personnelle. Alors on pourra discuter, ça viendra peut-être dans la discussion d'ailleurs, du remboursement par la sécurité sociale aussi de cet acte PMA. On y viendra, bien sûr. On y viendra, parce que là c'est particulièrement choquant, je trouve. Voilà, donc moi je fais partie de ceux qui persistent dans
la non-extension de cette AMP aux couples homosexuels lesbiens. On a compris. Alice Coffin, quand vous entendez que c'est un choix, un couple unisexe, voilà les mots de Bruno Sido, qu'est-ce que vous répondez? Je ne comprends pas très bien. Je suis lesbienne, effectivement, par exemple. Je ne sais pas ce que ça veut dire Je exactement. respecte, je veux bien dire. Oui, je ne sais pas exactement. Quand je suis unisexe, je ne suis pas sûre que vous puissiez dire que vous respectez. Parce que ce qui se passe, on parle d'une discussion qui a lieu maintenant depuis 2012. Et tout ce que j'entends, que ce soit dans la rue, sur les plateaux de télévision ou dans les hémicycles au sujet de la PMA, au sujet des lesbiennes, c'est tout sauf du respect. Je crois que c'est important qu'on considère en tant qu'élu de la République présent ou à venir qu'on se doit de protéger des populations qui sont attaquées avec une violence inouïe depuis 7 ans. Les lesbiennes sont des populations qui reçoivent des jours durant des violences terribles dans leur famille, dans leur vie quotidienne. Je crois que c'est ça ce à quoi il faut penser. Ça n'a jamais été mon cas, je vous le signale, jamais. C'est le cas de l'ensemble des discussions qu'on a eues dans l'hémicycle. Et quand je vous entends, par exemple, si on y revient, parler de cette mesure qui voudrait que la PMA ne soit pas remboursée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires et aux couples hétérosexuels, je crois que parmi tous les arguments qu'on a entendus pour contrer la PMA... C'est celui qui vous choque le plus? Ah oui, c'est celui vraiment qui est de la violence la plus grande et qui, je crois, devrait... Je peux expliquer pourquoi. Et peut-être qu'on laissera intervenir Rémi Féraud également. Si vous voulez bien juste qu'on termine ce tour de table. Rémi Féraud, comment vous voyez ces débats? On nous dit que ces débats sont plutôt sereins dans l'hémicycle. On a Olivier Henno, sénateur centriste du Nord, qui nous dit « Je pense que ça peut passer car je vois beaucoup de mes collègues centristes, mais aussi LR, qui évoluent sur le sujet. Je pense qu'il peut y avoir une majorité peut-être courte en faveur du texte. » Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là? J'espère qu'il a raison. Si le débat est serein, c'est parce que nous sommes au Sénat, ça n'empêche pas la passion. Il y a de la passion dans ce débat. Et on le voit déjà. Moi, je souhaite évidemment que le Sénat vote favorablement à l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Je n'en suis pas sûr. Ça a été le cas de manière courte en commission. La gauche... Avec des bémols, avec des garde-fous, et notamment ce non-remboursement, par exemple. J'appellerais même par pas la ça des sécurité sociale. garde-fous. J'appellerais ça en effet des bémols, un refus d'aller vraiment jusqu'à l'égalité des droits. Vous y voyez une violence, vous, dans ce non-remboursement de la PMA pour des raisons non médicales? J'y vois une erreur dans le raisonnement et toujours la volonté d'être trop lent dans l'avancée vers l'égalité des droits. Je regrette d'ailleurs que ce n'a pas été mis en place, en œuvre, dans le quinquennat précédent. Je me réjouis que ça arrive aujourd'hui dans la discussion parlementaire. Je constate que c'est un des très rares progrès de société qui nous est proposé dans ce quinquennat et que c'est très lent, que ça vient très tard dans le quinquennat. Donc, j'espère que le Sénat participera à cette avancée de société. Ensuite, le vote de chaque sénateur est libre et c'est vrai que la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale est assez divisée. Comment se feront les voix? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il n'y aura pas de majorité sur ce point au Sénat sans la mobilisation de toute la gauche et la gauche sera mobilisée tout à l'heure et demain. Et vous l'avez vu entrer en direct sur ce plateau, Dominique Quignot, je vous le disais, qui vient de nous rejoindre dans ce débat. Merci d'être avec nous, membre du Comité consultatif national d'éthique, ancienne journaliste à La Croix. On parlait de débats relativement sereins au Sénat, un texte adopté d'une courte tête en commission avec, alors on appelle ça des bémols, des garde-fous, notamment ce non-remboursement de la sécurité sociale pour les PMA dites non médicales. Quelle est votre vision de tout cela ? D'abord, je vous demande de m'excuser pour ce retard. Je dirais que, enfin, vous le savez, je suis membre du CCNE, mais il se trouve que je fais partie de la minorité qui s'était exprimée avec quelques réserves sur l'ouverture de la PMA. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne trouve pas ça très cohérent de l'autoriser et de restreindre le remboursement. Vous voulez dire qu'on autorise ou on n'autorise pas, mais on ne met pas de... Il me semble que l'une des raisons qui ont poussé, me semble-t-il, les partisans de l'ouverture de la PMA à toutes, c'était de contrebalancer le fait que des personnes étaient obligées d'aller hors de France et donc de payer pour... Bon, là, on refait d'une certaine façon... Une injustice sociale et financière. Alors, ça ne veut pas dire que j'approuve cette ouverture
l'ouverture de la PMA, mais je trouve qu'il y a des sortes d'incohérences quelquefois dans les propositions. Bruno Sido. Au moins, je suis cohérent, puisque je suis contre la PMA et contre le remboursement. Non, mais à vrai dire, la sécurité sociale sert à quoi, finalement? Sert pour la vie des gens, leur santé, etc. Là, c'est non médical. Il n'y a pas de question de santé dans cette affaire-là. Et par conséquent, on ne voit pas ce que la sécurité sociale et le remboursement vient faire là-dedans. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a probablement pas... Je serais curieux de savoir combien il y a de couples lesbiens qui cherchent à avoir des enfants. Ceci étant dit, cette loi-là, il y a quand même beaucoup d'autres choses que la PMA. C'est l'article 1, certes. Ah oui, non, mais c'est notre débat du jour et on va traiter sur Public Sénat tous les points. D'accord, mais cette PMA ouvre la porte à beaucoup d'autres choses. Et on y revient très régulièrement sur cette antenne, je vous rassure. On va poursuivre les discussions. On va peut-être d'abord rejoindre Steve Jourdain en salle des conférences, puisqu'il a pu interroger la garde des Sceaux sur le sujet. Nicole Belloubet est venue défendre le projet de loi au Sénat tout à l'heure. Je voudrais qu'on les écoute. Oui, Madame Belloubet, top départ donc de ces débats dans l'hémicycle au Sénat sur le projet de loi bioéthique. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes avant cette bataille parlementaire ? Alors d'abord, j'utilise pas le mot de bataille parce que précisément, je crois qu'on est dans un état d'esprit d'écoute parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles, extrêmement complexes, des sujets profondément techniques mais surtout humains. Et donc, on est à la fois dans une attitude d'écoute et de respect, quelles que soient les positions des uns et des autres. Elles ne méritent pas une bataille, elles méritent des échanges raisonnés et c'est ce à quoi nous nous apprêtons. La majorité sénatoriale souhaite empêcher le remboursement de la PMA pour toutes par la Sécu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme nous l'avions dit lors de la première lecture, et ce que nous allons réaffirmer ici, surtout ma collègue Agnès Buzyn, c'est que c'est évidemment une condition d'effectivité de l'ouverture de ce droit. Autrement dit, dire que nous ouvrons l'accès de toutes les femmes à l'AMP avec tiers donneur, s'il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale, ça met en place un système inégalitaire entre les femmes. Et à nouveau, seules celles qui auront les moyens iront en ce sens-là. Et donc, ça n'évitera pas l'ensemble des dangers qui existent aujourd'hui sur les PMA artisanales que nous ne voulons plus. Vous le répétez à notre antenne, il n'y aura pas de GPA ? Ce texte n'ouvre pas de droit à la GPA ? Oui, ce texte n'ouvre, d'une part, le texte en lui-même n'ouvre aucun droit à la GPA parce qu'en matière de procréation, il n'y a pas d'égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels et au sein des couples homosexuels entre les couples de femmes et les couples d'hommes. Face à la procréation, ils sont tous dans des situations différentes. Donc en lui-même, le texte n'ouvre évidemment aucun droit. Et par ailleurs, puisqu'il y a eu des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation, nous aurons l'occasion de proposer des amendements pour revenir à une situation qui est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Petite dernière question, si ce texte passe, il s'agirait de la première grande réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron. La majorité joue gros ? Je ne sais pas si la majorité joue gros. La société joue là une étape importante et un défi important. Bien sûr, c'est le président Macron et le Premier ministre qui ont voulu cette réforme et en ce sens, c'est aussi essentiel pour nous. Merci beaucoup, Madame Belloubet, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Steve. Alice Coffin, les propos de Nicole Belloubet. Peut-être reprendre, je pense que c'est important de comprendre que l'histoire du remboursement, c'est pas du tout qu'une question d'injustice qui serait financière. Hein. C'est aussi que ça introduirait, bien au-delà, je crois, de la question de la PMA, un scandale, vraiment une infamie, pour moi, dans la République française, qui serait de dire, selon que vous êtes lesbienne ou hétérosexuelle, selon que vous choisissez ou que les circonstances veuillent que vous ayez un enfant avec un homme ou pas, vous serez traité différemment par la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, c'est un précédent, il y a une égalité d'accès. Donc c'est bien plus grave. Comme souvent, le sujet de la PMA depuis 7 ans amène un ensemble de discussions, je pense assez fondamentales sur la société française et révèle des conceptions avec des citoyennetés à deux vitesses qu'on voit dans d'autres cas que la PMA, mais là, c'est effectivement le cas ici, et je pense que c'est gravissime, en fait. Bruno Sido. Oui, j'ai appris d'ailleurs que la PMA, pour raison médicale, était pratiquée, on ne demandait pas aux gens si c'était vraiment une raison médicale. Autrement dit, c'était remboursé par la sécurité sociale sans même qu'il y ait un certificat médical indiquant que la personne avait le droit à ceci. Je vais un peu dans votre sens. Et par conséquent, tout le monde s'est engouffré, enfin, je ne sais pas combien exactement, dans cette brèche, pour dire, puisqu'on ne demande pas médical, pourquoi, etc. Et on voit bien. Alors moi, je propose tout simplement un amendement pour dire qu'il faut quand même un certificat médical pour avoir une PMA médicale. Parce que
la sécurité sociale, c'est notre bien à tous, issu des lois de 1945, des décrets, etc. Et c'est un bien commun qu'on doit préserver. Là, mais on ne peut pas mettre la sécurité sociale à tout bout de champ, à payer ceci, à payer cela. Moi, je respecte tout à fait le désir des femmes, des couples de femmes d'avoir un enfant. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec un couple d'hommes, je suis d'accord avec Madame la Ministre, mais ceci étant, c'est un choix qui a été fait par les personnes, par ces deux femmes qui sont ensemble, et ce choix, on doit en assumer les conséquences. C'est aussi bête que ça. Rémi Féraud, une autre limite... C'est bête. Non, mais pardon, excusez-moi, mais c'est pas seulement bête, hein, c'est violent, ce que vous dites. Mais non, vous prenez tout pour des violences. Pas des violences, c'est uniquement de la logique. Allez-y, poursuivez si vous voulez, en quelques secondes avant que... Non, mais c'est des discours qu'on a depuis 7 ans, et je pense que cette loi va passer. Mais la question, c'est est-ce que, comme la loi sur le mariage, elle va passer dans des circonstances terribles et qui amènent à entendre à nouveau, pour l'ensemble de la population LGBT. C'est pour ça que je suis assez contente et j'aimerais qu'on y reste en septembre. Effectivement, à l'Assemblée nationale, ça va mieux. Mais il faut se souvenir que, vous savez, pour beaucoup de lesbiennes, pour cette loi du mariage pour tous, évidemment, on est contente que ça soit passé. Sauf que très souvent, c'est un traumatisme. Cette période-là, quand on y repense, c'est un traumatisme pour l'ensemble des gens qui ont été concernés. Donc, si c'est pour faire passer une loi dans ces circonstances, évidemment, je suis pour qu'elle passe, mais soyons prudent sur la façon dont on s'adresse. Ce que je voulais dire, c'est, moi j'étais frappée par le terme qui disait, voilà, un changement de société fondamental. Mais du coup, j'aimerais qu'on comprenne que des gens puissent se poser des questions sur ce changement de société fondamental et ne pas non plus, décrédibiliser forcément les critiques qui vous sont faites dans votre conviction. Et Comme étant de l'homophobie, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Et s'arrêtant là, et disons que c'est une violence à l'égard des personnes homosexuelles. Mais là, qu'on parle de l'enfant, finalement, beaucoup plus. On peut parler de l'enfant, on peut parler de la filiation, on peut parler effectivement d'un changement du rôle de la médecine par rapport... on peut parler des questions de risque de marchandisation, etc. Je veux dire, il y a des vraies questions qui sont posées. Quand c'était Madame Taubira, je crois, qui avait dit c'est un changement aussi fondamental dans son fameux discours sur le mariage pour tous. Et comment est-ce qu'on voulait vous étonner qu'il y ait des gens que cela blesse aussi dans leurs convictions, comme vous êtes blessé quand vous entendez des choses qui sont hostiles et violentes, mais sachez que leur conviction, c'est pas leur vie. Attention, c'est pas pareil quand on est blessé dans ses convictions et quand on est atteint dans sa vie. Excusez-moi, je pense qu'on peut être aussi blessé dans ses convictions très profondément. Et donc moi, ce que j'attends, et comme vous d'ailleurs, dans un débat comme celui-là, c'est le respect des positions des uns et des autres. De toutes les positions. Rémi Féraud, c'est vrai qu'on a tendance à réduire parfois ce débat à les homosexuels contre les homophobes ou ceux qui... alors que ça va bien au-delà de ça. Pas du tout. Ça va au-delà de ça, mais il y a cette partie, je voudrais même dire, à mon avis, la loi essentielle dont tout découle, c'est la loi sur le mariage pour tous de 2013, qui est un immense progrès dans l'histoire de l'humanité qui se déroule dans l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui. Chaque pays a son rythme. Notre pays n'était pas particulièrement précurseur. C'est pour cela qu'il y a eu une telle mobilisation contre, de ceux que ça blesse dans leurs convictions, mais aussi dans leurs préjugés. Et de cette loi découle là aussi la mise en œuvre de l'égalité des droits sur la parentalité. Est-ce que nous considérons que les projets parentaux dont il est question aujourd'hui sont légitimes ? Je le crois profondément, y compris pour connaître des familles avec 2 mamans, mais aussi avec 2 pères dans ma circonscription, mon entourage. Et je crois qu'il faut aussi un peu dédiaboliser les choses. Des pères qui ont fait appel à la GPA à l'étranger, par exemple ? Oui, tout à fait. Et je pense que les propos de la ministre de la Justice, les 2 pieds sur le frein... bien sûr qu'il y a des conceptions françaises et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'autoriser la GPA en France, mais je pense que là aussi, on pourrait avoir un débat beaucoup plus serein. Il y a des pays qui l'autorisent et qui l'encadrent et qui sont de grands pays démocratiques. Donc voilà, sachons aussi raison garder sur les débats. Sur le remboursement par la sécurité sociale, pour être très rapide. À partir du moment
où cela est remboursé pour certains couples, cela doit l'être pour tous les couples, parce que tous les couples cotisent à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale ne sert pas seulement à rembourser le fait de soigner des maladies. Là, en l'occurrence, il s'agit de réparer une infertilité. Elle peut être pour différentes raisons, mais il n'y a pas de raison de ne pas le rembourser pour un couple de femmes et de le rembourser pour un couple hétérosexuel. Oui, moi, à vrai dire que ce sujet arrive à un moment donné, peut-être en retard, effectivement, par rapport à d'autres pays, ça ne m'étonne pas. J'ai été président du conseil départemental pendant 20 ans. Et en particulier, j'ai été chargé de délivrer les agréments pour l'adoption. Or, j'ai découvert que j'étais obligé de donner l'agrément pour les femmes seules. C'est une histoire qui vient de la fin de la guerre de 14-18 et des pipis. Et donc, des femmes seules vont adopter ici ou là l'adoption internationale. Et donc, on voit bien dans ces conditions qu'à vrai dire, elles n'étaient pas seules. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on comprend bien que ça vient. Effectivement, c'est la suite logique. Et donc, c'est une évolution de la société. Mais la seule question, peut-être, c'est une évolution, certainement même, mais est-elle bonne, cette évolution? C'est toute la question. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en la matière, mais je voudrais surtout insister que l'essentiel de la loi, c'est après. Et je vous assure qu'on en parle aussi sur Public Sénat. Alice Coffin. Oui, pour reprendre, je pense qu'au contraire, moi, s'il y avait des évolutions, elles ne sont pas encore complètes. On sait que même à l'Assemblée, les associations et autres LGBT réclament aussi un élargissement bien plus large de cette loi. Elle est notamment, actuellement, la PMA n'est pas ouverte aux personnes trans, notamment. C'est aussi quelque chose qu'on demande. Donc, en termes d'évolution, on pourrait encore bien plus largement. Je pense que c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est effectivement la transformation d'imaginaire, je veux dire, de conception, de représentation médiatique. Et oui, ça je l'accorde, ça a bougé un petit peu depuis la loi sur le mariage pour tous. Mais encore une fois, à quel prix? SOS Homophobie avait recensé 42% de hausse d'agressions homophobes en 2018. Donc moi je suis passée devant, là, en arrivant ici pour l'émission, il y a un rassemblement qui se prépare contre la PMA, des rassemblements au cours desquels, encore dimanche dernier par exemple, un journaliste a été agressé. C'est pour ça quand je parle de violence, oui, on est dans une violence de parole, on est dans une violence de gestes. Et on va devoir s'arrêter là. Donc je demande vraiment qu'on entende, et quand vous me demandez du respect, je vous assure que les lesbiennes ont été très peu respectées. Un appel à la sérénité. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. La suite de la LPL, c'est le match des idées et notre grand débat. D'abord, revoyons en longueur un extrait de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Éric Woerth. Le député LR est notamment revenu sur ces nouvelles formes d'action syndicale qui apparaissent ces derniers jours. D'ailleurs, ce sera l'objet de notre grand débat tout à l'heure. D'abord, il y a des nids de violence un peu partout. Enfin, je ne vais pas faire l'histoire de la violence sur les 15 mois ou les 20 derniers mois. Elle est assez considérable, elle est fractionnée. C'est l'action du faible. C'est l'action du faible. Quand des gens de la CGT ou des militants de la CGT entrent à la CFDT, pour vous, et c'est un acte de violence inouï, inacceptable. Enfin, la CGT déraille. Et c'est inacceptable. Maintenant que Philippe Martinez se désolidarise, c'est le moins qu'il puisse faire. D'abord, évidemment, il faudra que ces militants soient exclus de la CGT, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on ne trouve plus les moyens suffisants dans l'action syndicale classique pour réagir à un projet de loi qui ne plaît pas, on en arrive à la stratégie des Black Blocs. C'est-à-dire, au fond, une stratégie anonyme, cagoulée, de violence contre l'autre. Qu'un syndicat agresse un autre syndicat, même si ce n'est pas porté par le syndicat lui-même, ça reste quand même des militants de la CGT Énergie d'Île-de-France. C'est insupportable, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi. Est-ce que les syndicats sont dépassés par certains par leur base ? Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu dans les syndicats des gens qui pensent des choses différentes, des gens très extrémistes, et puis des gens plus qui mènent une action syndicale, mais pas au-delà. Et on voit bien aujourd'hui que la société elle est de moins en moins bienveillante, pour employer des termes de cette nature. C'est une réforme des retraites. Elle est très contestable sur la manière dont c'est fait. Enfin, il n'y a pas une violence sociale dans cette réforme des retraites. Il n'y a rien de tout ça. Et donc, de toute façon, dans un grand pays comme le nôtre, dans un pays démocratique, seule l'action démocratique compte. Et vous êtes inquiet de la radicalisation? Oui, je suis inquiet de la voie que prend notre société. Alors, elle est en transition, tout le monde le dit, écologique, etc. Nos modes de vie vont changer, tout le monde le voit, et très bien, et tout ça s'accélère. Il y a du bien et du pas bien, ça peut être la meilleure des choses et la pire des choses, ce sera au fond ce qu'on décidera. Mais on voit quand même que l'action humaine
haine aujourd'hui, elle est de moins en moins soumise à des règles, et à des règles de vie en société qui permettaient à un moment donné de dire stop. Et là, ce sera à la justice de le dire, et puis ce sera quand même probablement à ceux qui appellent à la violence d'une manière ou d'une autre, et toujours de façon un peu cachée, un peu perverse, à changer. On verra si c'est possible. Mais comment vous interprétez ce type d'épisode? Pour vous, c'est une espèce de baroud d'honneur, les choses vont se calmer, ou vous pensez que ça va durer, et c'est quelque chose qui va perdurer, qui va se multiplier, comme dans tous les conflits qu'on va avoir? Je ne sais pas, le carburant, on peut pas. Le carburant de tout ça, c'est la haine. Il y a une haine sociale. Et bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver, allons plus loin encore ce soir. Merci de nous rejoindre, voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons sur ces actions syndicales ponctuelles qui viennent prolonger le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Elles ne visent plus seulement le pouvoir en place, elles visent ceux qui coopèrent avec ce pouvoir, en l'occurrence Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe. C'est un peu nouveau, pour ne pas dire inédit. Est-ce à dire qu'il s'agit là d'une forme de radicalisation? Les syndicats sont-ils eux-mêmes dépassés par leur base? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi, et comme tous les jours, en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Steve Jourdain. Tension entre syndicats, violence entre manifestants et forces de l'ordre. Alors comment arrêter l'escalade? On sera avec Jérôme Durin, sénateur socialiste, dans un instant. A tout à l'heure, Steve, et puis nous irons dans l'hémicycle du Sénat. Coup d'envoi de l'examen d'un texte sensible, c'est le projet de loi bioéthique, Quentin Calmet. Oui, bonsoir Rebecca. Et la mesure emblématique de ce projet de loi de bioéthique, c'est l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée. C'est aussi la toute première mesure qui est examinée par les sénateurs. Merci Quentin, à tout à l'heure. Mais d'abord, notre match des idées, spéciale élection municipale. Chaque semaine jusqu'aux élections des 15 et 22 mars, Public Sénat se mobilise pour vous faire comprendre les enjeux de ce scrutin. Confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Philippe de Rosier et Jad Zahab. Zoom sur cette circulaire Castaner qui fait hurler la droite. Le ministre de l'Intérieur change un petit peu les règles du jeu pour ce qui concerne les étiquettes des listes. LR y voit une manœuvre politique. On va ouvrir la discussion avec nos invités. D'abord, les explications avec Sandra Cerquera. C'est une circulaire adressée au préfet, signée Christophe Castaner, qui réglemente le classement des candidats au municipal. À chaque candidat, qu'il soit investi par un parti ou qu'il soit sans étiquette, les préfectures attribuent une nuance politique. Par exemple, divers gauche, socialistes, divers centres, républicains, une vingtaine au total. Pour ensuite additionner leurs voix et calculer les résultats de chaque formation dans toute la France. Le changement avec cette circulaire, c'est que les préfectures feront cette classification uniquement dans les communes de 9000 habitants et plus. Pour le président du groupe socialiste au Sénat, c'est un déni de démocratie. C'est considéré que 96% des communes peuvent échapper à une sorte de nuançage politique représentant 50% du corps électoral. C'est exécrable sur le plan de la démocratie, c'est dangereux, je pense, sur le plan de la liberté d'expression. Même opposition à droite au Sénat, persuadée que l'exécutif cherche à brouiller la lisibilité des résultats, voire même à vouloir embellir le score d'En Marche au municipal. C'est une circulaire uniquement politicienne dans ce qu'il y a de plus bas, parce que effectivement la République en marche n'existe pas dans les villes et villages de France, dans l'essentiel des communes de France en vérité, et donc c'est pour eux une façon de remonter des statistiques. En face, le gouvernement tente de convaincre de ses bonnes intentions. Ce que je supprime, c'est dans les communes de moins de 9000 habitants, les préfets s'arrogent un droit, celui de donner une étiquette politique qui peut ne pas être conforme à celle voulue par les candidats et donc par les futurs maires. Au fond, c'est un peu plus de démocratie. Tout le reste, c'est de la veine politique politicienne. Les maires des communes rurales directement concernées saluent ce changement, même si leur demande concernait la fin du nuançage politique aux candidats sans étiquette dans les communes de moins de 3500 habitants et non de 9000 habitants, comme le souhaite le gouvernement. Et avec nous pour ce match des idées spéciales municipales, Jean-Philippe de Rosier, bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. Jad Zahab, bienvenue. Vous êtes président fondateur du Parlement des étudiants. C'est une association qui vise à rapprocher les jeunes du débat politique et des institutions. Ça tombe bien. Cette circulaire, on l'a vu, cette circulaire Castaner fait hurler une bonne partie de l'opposition, la droite en particulier, qui, elle, dénonce une faute juridique. Est-ce qu'il y a
faute juridique, Jean-Philippe de Rosier? Alors, c'est assez difficile parce qu'une circulaire, généralement, ce ne sont que des recommandations, c'est dépourvu d'effets juridiques. Mais la jurisprudence du Conseil d'État, qui est la plus haute instance en matière de juridiction administrative, a bien dit que les circulaires qui comportent des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qui valent véritablement instruction et pas seulement recommandation, elles sont pourvues d'un effet juridique, et tel me semble être le cas de la circulaire Castaner. Donc ça, c'est déjà le premier point, parce qu'elle dit bien, vous attribuerez une nuance parmi les listes qui suivent. Ensuite, c'est une recommandation ou une circulaire à destination des résultats. Donc pour l'affichage et la remontée des résultats. Ça ne va pas avoir un effet sur le scrutin. Ce ne sont pas les communes qui ont moins de 9 000 habitants qui ne voteront pas. Elles voteront bien, simplement les médias on n'est pas en train de truquer à 20h. Voilà, on n'est pas véritablement en train de truquer un scrutin, mais les médias à 20h n'auront un retour que des communes qui font plus de 9 000 habitants, c'est-à-dire à peine 3% des communes françaises. Un peu plus de 50% de la population, mais à peine 3% des communes françaises. Et là où il y a une véritable difficulté juridique, et à mon avis même une difficulté constitutionnelle, parce que ça porte atteinte au principe de sincérité du scrutin, qui est un principe constitutionnel, c'est que ces résultats qui risquent d'être faussés si on ne prend en compte qu'une partie, toute petite partie des communes, eh bien, vont être répétés, réitérés. Et le Conseil d'État, toujours lui, a dit en 2003 que les résultats, l'affichage des résultats est pourvu d'un effet. C'est pas simplement une indication, parce que justement c'est repris par les médias. Et que ce soit répété en boucle toute la soirée, voilà. jusqu'à ce qu'on ait mais pas seulement, même au-delà, dans la communication politique qui suivra dans les mois prochains, on dira le parti un tel, je ne veux pas donner de nom, a gagné les élections municipales. Et donc cela a véritablement un effet et porteur. Et surtout, et enfin j'en terminerai par là, c'est sans doute le point le plus crucial, ça va être annoncé le soir du premier tour. Il y a un second tour. Et celui qui va remporter l'élection au premier tour va bénéficier d'un certain effet d'entrain, une vague. Et ben ça va avoir un impact direct sur le deuxième tour, évidemment. Donc là, ça peut même fausser la sincérité du scrutin de la même élection d'un tour sur l'autre. Jad Zahab, quelle est votre vision de cette circulaire? Vous la défendez, vous? Alors, je partage entièrement la vision, j'allais dire constitutionnelle et juridique de ce qui vient d'être dit, mais à mon sens, il faut distinguer deux choses, le fond et la forme. Sur le fond, vous le disiez à l'instant, les communes de moins de 9 000 habitants représentent 96% des communes en France et près de 50% de la population. Donc effectivement, on a l'impression au premier abord que ça va concerner énormément de communes, en tout cas énormément de personnes. Mais quand on regarde ce qui s'était déjà passé en 2014 lors des élections municipales, on se rend compte, et c'est des statistiques que j'ai trouvées sur le site du ministère de l'Intérieur, que près de 71% des communes, c'est-à-dire celles de moins de 1000 habitants, n'étaient déjà plus concernées par cela, c'est-à-dire que ces 71% des communes ne faisaient déjà pas l'objet d'un nuançage politique. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui va se passer est négligeable, mais en tout cas, à mon sens, il faut le nuancer. Deuxième chose, on l'entendait dans le petit reportage qu'on a entendu, un certain nombre de maires des petites communes allaient en faveur, j'allais dire, de cette mesure, tout simplement parce que ce qui... Oui, l'Association des maires de France a dit qu'elle était favorable. Voilà, parce qu'à mon sens, il y a quelque chose... Jusqu'à 3005. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle soit favorable jusqu'à 9000. Mais d'après les réactions, ça ne gênait pas que le gouvernement aille au-delà. Oui, mais entre 1000 et 9000, ce n'est pas des petites communes, ce sont des communes moyennes. Alors effectivement, moins de 1000, ça, ce sont des petites communes qui très souvent ne connaissent pas les clivages partisans. Il y a une ou plusieurs listes et n'en veulent pas, qui sont en lien avec des enjeux très locaux. C'est parfaitement compréhensible et ce sont de loin les plus nombreuses qui réunissent la majorité de la population. Mais au-delà de 1000 et surtout au-delà de 3005, là, il y a des enjeux politiques et il y a véritablement des revendications partisanes. Mais si je peux me permettre là-dessus, il y a le deuxième point que j'allais évoquer, c'est la question de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, on apprend, et M. Castaner le disait à l'instant, que les préfets ont un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent qualifier eux-mêmes au soir du premier tour la liste X de gauche, la liste droite d'une autre étiquette qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a un autre intermédiaire qui pourra de toute façon clarifier la situation. Jusqu'ici, le préfet avait un pouvoir discrétionnaire. Et ce que nous disent les associations, c'est qu'elles sont plutôt satisfaites parce que cela va aller à l'encontre du pouvoir discrétionnaire du préfet qui pouvait jusqu'alors attribuer une étiquette qui n'est pas nécessairement celle de la liste. Alors bien sûr, il n'a pas intérêt à le faire. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, vous évoquiez la question des élections qui viennent et l'enjeu pour le parti En Marche. On sait très bien que c'est un parti qui n'a pas d'ancrage local. C'est assez intriguant, le calendrier, je suis entièrement d'accord avec vous. Même si j'ai tendance à dire que c'est une circulaire qui n'est pas aussi dramatique qu'elle n'en a l'air, le calendrier est néanmoins intriguant. Les enjeux municipaux... Les attaques sont violentes. Je vous cite juste le patron des LR, Christian Jacob, qui nous dit « Changement de règles, on ne peut plus choquant. Petite combine politicienne au détriment de l'intérêt général. » Ça va trop loin ? Non, je ne crois pas. Monsieur Jacob est dans son rôle et c'est un peu la seule élection qui lui reste à gagner dans cette histoire.
histoire à Monsieur Jacob, donc je comprends sa véhémence, j'allais dire, pour les plateaux télé et pour les réactions télévisuelles. Sur le fond des choses, je le disais à l'instant, le calendrier est intriguant, mais ça n'est pas un changement des règles, puisque comme le disait Monsieur à l'instant, c'est un changement de l'affichage, mais pas de la campagne. On aura bien sûr les affiches, les partis, etc. Et j'allais dire plus loin même que les municipales, ce qui se joue peut-être aussi, c'est la question des sénatoriales en septembre. On est ici bien, on en a conscience. Le renouvellement qui va avoir lieu en septembre va être impacté par, j'allais dire, par la dynamique qui peut sortir des élections municipales. Donc sur le fond, moins dramatique que ça en a l'air, mais malgré tout, calendrier intriguant. Oui, mais vous savez, l'affichage aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en politique, est extrêmement important. Pour vous citer un exemple et nous éloigner un tout petit peu des frontières, vous savez ce qui a généré la situation problématique aujourd'hui en Bolivie, avec le départ d'Evo Morales, c'est précisément les résultats qui ont été coupés la nuit des élections parce que les résultats présentés ne convenaient pas à l'exécutif et donc il a décidé de couper les résultats télé. Non mais on ne va pas aller jusque-là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affichage est primordial. Et précisément là, on a un affichage qui, comme vous l'avez dit, pourrait, voire va, selon les dires des oppositions, avantager le parti qui est en place, le parti de la majorité, le parti présidentiel, qui est lui-même à l'origine du changement de ces règles du jeu, du changement de ces règles d'affichage, du changement de cette circulaire. On sait très bien que les communes de plus de 9000 habitants sont celles qui sont plutôt proches du pouvoir actuel. Celles qui font moins de 9000 habitants le sont un petit peu moins. Et donc là, on a effectivement quelque chose qui serait favorable ou qui pourrait être favorable à la majorité présidentielle. Prendre l'exemple de Toulouse, avec Jean-Luc Moudingue, qui est tête de liste, affiché les Républicains, mais avec le soutien de La République En Marche, le MoDem, UDI, Agir, etc., tous les partis de la majorité. Sa liste va être estampillée divers centres, ça va rentrer dans la nuance de la majorité, et donc s'il gagne les élections à Toulouse, ça va avantager non pas les Républicains, mais le parti de la majorité. Alors, encore une fois, je ne suis pas porte-parole du gouvernement ici, hein, mais j'essaie vous avez le droit de le défendre. Non, j'essaie de comprendre. Effectivement, je me suis replongé dans les chiffres. On sait maintenant, c'est des éléments qui ressortent dans tous les sondages, que le maire est l'élu, j'allais dire, préféré des citoyennes et des citoyens. Et je suis retombé sur un sondage de l'année dernière de l'IFOP, je crois, sur les motivations de vote des citoyennes et des citoyens dans les petites et moyennes communes. Vous allez me dire que ce n'est pas l'étiquette, mais bien la personnalité. Voilà, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous énumérer le sondage, mais 41% d'après ce sondage votent pour le programme des candidats et 16% votent pour les étiquettes politiques des candidats. Donc je ne suis pas en train de dire que jusqu'ici, ce qui se faisait, c'est que l'affichage qu'on avait été faussé. Voilà, je ne suis absolument pas en train de dire que la vision qu'on en avait été fausse, mais sur les scrutins locaux, et là, effectivement, je vous entends me dire qu'effectivement, c'est l'argument de la majorité à chaque fois qu'elle perd une élection locale qui est de dire ça n'est pas une élection nationale, c'est une élection locale. J'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que très souvent, à l'échelle des territoires, sur ces 70% de communes qui font moins de 1000 habitants ou sur ces communes qui font de moins de 9000 habitants, très rarement les étiquettes politiques s'immiscent dans le sujet. L'opposition, vous mentionniez Christian Jacob, son rôle va être de dire si jamais il y a un échec de la majorité, c'est l'échec de la politique nationale. Et le gouvernement dira mais non, c'est un scrutin local. Et ça, quand M. Jacob était au pouvoir et que M. Sarkozy était président, il nous disait l'inverse. C'est pour ça que je nuance son effet de critique, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, j'allais dire le calendrier est intriguant, mais peut-être que ça viendra aussi corriger une fausse interprétation qu'on avait tendance à faire politiquement parlant. Une dernière remarque pour vous faire réagir, le constitutionnaliste Dominique Chagnolot nous parle de cette initiative qui transpose, je le cite, de façon inédite les clivages supposés nationaux à des scrutins locaux. C'est une observation qui vous parle? Non, inédite, non. Ça, c'est, le problème des élections locales en France, c'est qu'elles ont toujours été nationalisées. Pourquoi? Parce que déjà, on est un État très centralisé. Et en plus, elles ont lieu partout le même jour. Donc forcément, le scrutin, les élections municipales ont lieu partout en France le même jour. Les élections départementales, pareil. Là où dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Italie, ça peut être un petit peu plus morcelé. Ça peut être décalé. Pas pour tous les scrutins, mais bon. Donc il y a toujours eu un enjeu national. En 2014, il y a eu un enjeu national pour les élections municipales et le gouvernement en place en a pris un revers. En 2008, c'était pareil dans l'autre sens. Bon, voilà, à chaque fois, il y a un enjeu national dans les élections locales. Mais si je peux me permettre, je dirais qu'il y a un enjeu national pour le gouvernement et pour la majorité, mais je ne suis pas certain que les gens qui vont aller voter pour avoir plus de moyens au centre communal d'action sociale, pour avoir une classe en plus, je ne suis pas certain que ces gens-là, dans les petites communes, je dis petites, mais pour les communes de moins de
15 000 habitants, je ne suis pas certain que ces gens-là aillent voter en se disant je vais sanctionner le gouvernement, simplement j'ai besoin de services publics locaux. Donc je pense qu'effectivement on peut nuancer tout ça. Les gouvernants nationaux ont intérêt à nationaliser, je ne crois pas que c'est l'intérêt des citoyens. Mais les candidats sur place le nationalisent aussi, parce que justement ils prennent position par rapport à la politique du gouvernement. Deuxième thème de ce match spécial municipal, si vous le voulez bien, les listes dites communautaires ou communautaristes. Le JDD nous a rappelé quelques chiffres ce week-end. L'Union des démocrates musulmans français, l'UDMF, a atteint 40% des suffrages dans un bureau de vote lors des dernières européennes. C'était à Maubeuge. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, veut les faire interdire. Initiative qui, souvenez-vous, a provoqué une très vive polémique à l'automne dernier. Où en est-il aujourd'hui? Steve Jourdain lui pose la question en salle des conférences. Oui, Bruno Retailleau, à 2 mois des élections municipales, où en est votre proposition de loi sur l'interdiction des listes communautaires? Écoutez, elle est finalisée maintenant, elle est même déposée, elle est très largement co-signée et j'attends dans l'agenda parlementaire, qui est très très serré, le bon moment pour la faire discuter. Mais je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement graves. Le gouvernement, le président de la République est totalement tétanisé, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on attend son discours sur la laïcité, et en matière de lutte contre le communautarisme, rien ne se passe. Donc elle ne sera pas votée avant les municipales? Ah non, mais dans tous les cas, puisqu'il ne suffit pas que le Sénat vote, il faut aussi qu'elle soit votée, y compris dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, le gouvernement la refuse. Je vous rappelle que nous avons voté ici au Sénat un texte qui est important contre les signes ostentatoires, par exemple le voile pour les sorties scolaires. Ça a été majoritairement voté au Sénat. Et ce texte, même s'il a été voté au Sénat, n'est pas inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour des députés de l'Assemblée nationale. Preuve qu'il y a aucune sorte de courage politique pour vraiment prendre la mesure du phénomène aujourd'hui en France, qui concerne la communautarisation, l'islamisation, la radicalisation. Aucun parti ne se définit comme communautaire. Comment déterminer a priori quel parti est communautaire et quel parti ne l'est pas? Mais est-ce que vous croyez que les mosquées se définissent comme salafistes? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que quand on ferme des mosquées, c'est parce qu'elles ont mis un écriteau en disant voilà, une mosquée radicalisée? Mais ça, c'est de l'angélisme. Ça, c'est bon pour les ravis de la crèche. L'abbé Pierre venait en soutane à l'Assemblée nationale quand il était élu député. Il n'était pas contre la tradition républicaine. Eh bien, moi, je pense que, vous voyez, pour tous les signes ostentatoires, je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de réaffirmer nos principes laïques. Que ce soit d'ailleurs pour le catholicisme, le protestantisme ou l'islam. Sauf que ce que j'observe, c'est que la radicalisation, elle ne concerne pas ces religions-là. Il y a une question qui est spécifique et qui nous est posée. J'observe aussi qu'il y a des livres de chercheurs, Hugo Micheron, mais aussi Bernard Rougier. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Il y a une géographie de l'islamisme. Il y a des quartiers qui sont verrouillés, bouclés. La DGSI nous apprend qu'il y en a au moins 150. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien. Il y a eu la préfecture de Paris, un service antiterroriste qui a été touché. 4 personnes ont été massacrées. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 enquêtes administratives. Est-ce que vous pensez que ces terroristes vont être terrorisés par des enquêtes administratives? Franchement. Merci Monsieur Retailleau. On suivra donc le parcours de votre proposition de loi au Sénat. Merci beaucoup. Merci Steve. Jadzab, une réaction? Ces listes communautaires, c'est un vrai sujet pour les municipales? Alors, je pense que c'est un sujet parce que les Françaises et les Français sont préoccupés. Effectivement, c'est la question de la sécurité et le lien avec la laïcité est un sujet. Premièrement, si on veut répondre à M. Retailleau, à mon sens, la question ne se pose pas sur faut-il ou pas interdire les listes communautaires, parce qu'on est en France et que la liberté d'opinion est un principe constitutionnel. Et comme j'étais un bon élève en droit constitutionnel, je me rappelle de cet article qui dit que la Constitution assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race ou de religion. En revanche, quelque chose qui a été dit par Sébastien Lecornu en réaction à cette proposition de loi, c'est qu'effectivement, les maires et les maires adjoints qui sont aujourd'hui en fonction ne sont pas astreints, j'allais dire, à la nécessité de ne pas porter de signes religieux. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, aujourd'hui, n'étend pas aux élus locaux l'obligation de neutralité religieuse des agents publics. Donc peut-être que la question peut se poser sur ce terrain-là de la neutralité religieuse des élus. Je pense que c'est une bonne idée. En revanche, interdire des listes au prétexte qu'on a une suspicion de radicalisation. Si M. Retailleau est en train de nous dire qu'une femme qui porte un foulard ou qu'un monsieur barbu, peut-être comme moi d'ailleurs, qui suis barbu, est
représentant d'une communauté, là, ça me semble compliqué, encore une fois, parce qu'on est sur l'arbitraire. Si un candidat devient maire alors qu'il avait quelques signes éventuels de radicalisation, c'est une fois qu'il est maire qu'on peut potentiellement le freiner en lui disant tous ces signes-là, c'est terminé. Non, alors, il est soumis à un devoir de neutralité. C'est cette idée-là que vous soutenez, je veux dire ? La Cour, oui. Je pense qu'effectivement, quand on est élu, exactement, quand on est élu, on a un devoir de neutralité. Je pense qu'on doit aller plus loin sur la question de la neutralité religieuse. Parce que ça n'empêche pas l'élection. Ça n'empêche pas l'élection. En tout cas, ça n'empêche pas que la personne se présente au suffrage. Ensuite, si elle présente un trouble à l'ordre public... Mais pouvoir se présenter au suffrage, c'est pouvoir être élu. Bien sûr, mais je pense qu'il faut distinguer la question de la suspicion de radicalisation de la question de est-ce que cette personne présente une menace à l'égard de l'ordre public. Puisque là, on a des moyens de circonscrire le champ. Jean-Philippe de Rosier. Je rejoins partiellement ce que dit M. Zahab. Sur les listes communautaires, ça me paraît extrêmement difficile de les interdire en les pointant du doigt. Pour des raisons que vous avez évoquées, l'égalité devant la loi, le pluralisme, l'égalité devant le suffrage, la liberté d'expression surtout. Et les mêmes raisons qui conduiraient aujourd'hui à interdire, en les pointant du doigt, les listes communautaires auraient dû interdire autrefois des listes démocrates chrétiennes ou ce genre de radicalisation, entre guillemets, qui vont à l'encontre de la laïcité, toujours entre guillemets. Alors que je ne suis pas sûr que ça porte, que Christine Boutin, qu'on partage ou non ses idées, ou Jean-Frédéric Poisson, porte atteinte à l'ordre républicain. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que Bruno Retailleau le pense. Maintenant, une liste communautaire qui se présente en radicalisation contre l'ordre démocratique, qui, même sans caricature... Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste. Aucune mosquée ne se dit ouvertement salafiste, mais il y a quand même certains groupuscules, parce que c'est ainsi qu'on les appelle, qui appellent au djihad contre l'ordre établi. Oui, mais discrètement, si on veut infiltrer les instances de la discrètement République, ou pas, et elles se font justement dissoudre, parce qu'il y a des lois pour cela. On a les moyens. Et on a tout à fait les moyens d'interdire ce type de liste. Et en revanche, là où je ne vous rejoins pas tout à fait, c'est que déjà l'obligation de neutralité pèse sur les maires et sur ses adjoints lorsqu'ils sont agents de l'État et officiers d'état civil. Je ne pense pas qu'un maire d'origine hébraïque puisse célébrer mariage avec une kippa. Enfin, c'est même pas que je ne pense pas, c'est qu'il ne pourrait pas. Ensuite, en tant qu'élu, et donc plus en tant qu'agent de l'État, élu qu'il soit local ou même au Parlement, je ne pense pas que la laïcité impose d'interdire dans certaines institutions politiques de la République de porter des signes distinctifs. Parce que là encore, lorsque, je reprends ces exemples parce qu'ils sont assez célèbres, Christine Boutin monte au parloir pour débattre pendant 5 heures contre la loi sur le Pacs, elle défend une certaine vision qui n'est pas forcément laïque. Et on ne lui a pas un signe ostentatoire. Effectivement, c'est vrai, c'est un discours. Mais je pense que ça va ensemble, et là où il faut une limite, c'est l'ordre public, vous l'avez dit, y compris dans les institutions, et un élu qui porterait atteinte au fonctionnement normal de l'institution pourrait se voir sanctionné, mais il a son indépendance, il bénéficie de son immunité, il ne peut pas être attaqué pour les opinions qu'il a et qu'il émet, et donc arborer un signe distinctif, c'est aussi une opinion, et en tant qu'élu, je ne pense pas qu'il faudrait le lui interdire. Un dernier mot, Jadzab, et on passe au troisième thème. Mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que ce qu'on voit là depuis quelques mois, depuis septembre dernier, il y a eu beaucoup de polémiques sur la question des signes ostentatoires, la question du voile à l'école, la question des sorties scolaires, etc. Je pense que c'est un sujet qui doit se poser parce qu'aujourd'hui, on a des Françaises et des Français qui se sentent stigmatisés. C'était dit par M. Retailleau d'ailleurs, quand il parle de signes ostentatoires, il parle de nos concitoyennes et de nos concitoyens musulmans. Je pense qu'il y a un vrai sujet, là où j'allais dire ça me fait sourire, c'est un sujet très grave, c'est que M. Retailleau, c'est un peu le poil à gratter de la majorité. On se rappelle l'année dernière avec sa proposition de loi anti-casseurs, il avait forcé, le gouvernement à avancer sur ce sujet. Là, il va déposer cette proposition de loi pas plus tard que quelques jours après qu'une note interne ait été distribuée aux députés En Marche qui évoquait la possibilité éventuellement d'aller vers une commission spéciale pour réfléchir à la laïcité. Je crois, contrairement à vous, que c'est un sujet central parce que le pacte social entre les gens est
complètement détruit et ce sujet-là est majeur. Allez, il nous reste 3 minutes pour aborder le troisième thème de ce match spécial municipal qui amènera de votre part des commentaires moins juridiques que politiques. D'ailleurs, c'est la bataille de Paris. Un sondage IFOP paru dans le JDD a marqué les esprits ce week-end. Anne Hidalgo reste nettement en tête des intentions de vote avec 25%, mais la surprise, elle vient de Rachida Dati, la candidate LR, qui arriverait en deuxième position avec 19%. Le candidat La République En Marche, Benjamin Griveaux, 15%. L'écologiste David Béliard, 14%. Et le dissident La République En Marche, Cédric Villani, en cinquième position, regardez, avec 13%. Chez LR, on est ravis, cette dissidence fait finalement renaître la droite à Paris. Éric Woerth y est revenu ce matin, c'était dans notre matinale avec Oriane Mancini. Rachida fait une bonne campagne, elle a le caractère qu'il faut, je pense, elle a le caractère pour renverser la table. Jad Zahab, on a quelques minutes. C'est un exploit quand même que La République En Marche, par ses divisions, réussisse à finalement faire renaître la droite à Paris. Ah bah écoutez, c'est la joie des élections municipales. Ce qui est certain, c'est que là-dessus, on aura les listes et par rapport au sujet de tout à l'heure, là on aura les nuances politiques. Effectivement, c'est un sujet entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Parce que cette élection-là, elle est très spécifique. On a une élection indirecte, on élit les gens dans des arrondissements qui ensuite élisent un maire. Donc je pense que là, pareil, on a des élections très locales, j'allais dire des arrondissements, mais là c'est de la politique nationale, il faut pas en être dupe. Le sujet, c'est la majorité est-elle capable d'avancer front uni? Très clairement pas. Benjamin Griveaux, sur la base de ce sondage, appelle Cédric Villani à le rejoindre. Je crois que là-dessus, la droite peut-être a une chance cette année, j'allais dire, grâce à En Marche. Oui, ce qui est certain, c'est qu'Anne Hidalgo, j'allais dire, peut-être la surprise, c'est qu'Anne Hidalgo soit en tête. C'est depuis le début, on nous dit tout le monde la déteste, les voix sur berge, etc. Mais ça fait quelque temps qu'on voit qu'elle est en tête. La vraie surprise, c'est Rachida Dati quand même. Jean-Philippe de Rosier. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'effectivement, Paris, et en particulier sur ce scrutin, on saura au mieux qui pourra être maire le soir du 22 mars. Au mieux. Parce que c'est une élection doublement indirecte. Déjà, l'élection du maire est indirecte. Sauf qu'il y a la prime majoritaire à la liste qui arrivait en tête, qui rafle la moitié du conseil municipal dans les autres communes. Donc, a priori, on sait qui est maire au soir du second tour. Vous avez raison de nous le réexpliquer ce Mais à Paris, ce sont 17 élections, puisqu'il y a 20 arrondissements, mais les 1, 2, 3, 4, pour la première fois cette fois-ci, ont formé un seul secteur. Donc, une seule mairie. Donc, il y a 17 communes qui vont ensuite élire leur patron, le maire de Paris. Et là, effectivement, il y aura un certain nombre d'incertitudes en fonction des différents résultats, des différentes coalitions envisageables. Imaginons qu'au soir du premier tour, tout se casse la gueule et qu'il y ait une des deux listes En Marche qui ne passe pas la barre des 10%. Elle ne passe pas au second tour, parce qu'il faut 10% pour être au second tour. Et donc là, forcément, ça rebat les cartes. Va-t-il y avoir fusion ou pas, etc. Imaginons qu'elles passent toutes les deux la barre des 10%, qu'elles aient toutes les deux un certain nombre d'élus, qu'elles aient raflé un ou deux des arrondissements. Je pense notamment au 18e. Vous savez, on dit très souvent à Paris, celui qui gagne le 18e arrondissement gagne la mairie de Paris. Et c'est vrai depuis de très nombreux mandats. Eh bien, le candidat En Marche, entre guillemets, du 18e, c'est Pierre-Yves Bournazel, qui vient de rejoindre, qui est candidat à droite, mais qui vient de rejoindre Benjamin Griveaux. Il est député, et il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe Agir. Donc voilà, tout ça est un petit peu flou, et le candidat en face de Pierre-Yves Bournazel, c'est Éric Lejoindre, le maire actuel, qui soutient socialiste, qui soutient donc Anne Hidalgo. Et effectivement, cet arrondissement peut être tout à fait clé, parce que s'il y a un basculement là, ça peut totalement rebattre les cartes entre les différents partis, le Parti socialiste, les Républicains et La République En Marche. Et on suivra ça de très près sur Public Sénat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce tout premier match des idées spécial municipal qui se poursuivra toutes les semaines jusqu'au 15 et 22 mars. Dans un instant, notre grand débat. D'abord, petit détour par l'hémicycle. Quentin Calmet, c'est l'actualité du jour au Sénat. Le début de l'examen du projet de loi bioéthique et il commence par le volet sur la PMA. Exactement, Rebecca. Dès le départ, l'examen de ce texte se fait sur les chapeaux de roue. Chaque sénateur est en train de développer ses arguments
questionnements historiques, philosophiques, pour tantôt défendre ou dénoncer l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pour le gouvernement, il s'agit d'adopter une mesure voulue par une majorité de Français. Les temps changent, nos mœurs également, il faut adapter le droit. Écoutez Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avec cet extrait préparé par Alice Bardot. Nous allons avancer dès aujourd'hui pour adapter notre droit, non pas à une société post-moderne, tantôt espérée, tantôt redoutée et souvent fantasmée, mais à la société telle qu'elle est ici et maintenant, et surtout aux Français, tels qu'ils sont ici et maintenant dans leur très grande diversité. Accéder à des techniques médicales et accorder de nouveaux droits, ce n'est pas déréguler, c'est au contraire permettre à la République de tenir compte des avancées scientifiques et médicales et de s'adapter à la vie des Français. Mais alors il faut le dire, il y a dans l'hémicycle une grande partie du groupe Les Républicains qui refuse cette ouverture à la PMA pour toutes. Ces sénateurs ont développé leur argument, ils réfutent l'idée que l'opinion publique aurait tranché ce débat. Écoutez Muriel Jourda. J'ai observé qu'en réalité l'opinion publique ne nous serait d'aucune assistance. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que les sondages ont démontré à plus de 60% que les Français sondés étaient favorables à l'extension de l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, tandis que d'un autre côté, lorsqu'on les interrogeait pour savoir si un enfant avait besoin d'un père et d'une mère, eh bien, ils répondaient oui à plus de 80%. Donc en réalité, je crois que les Français sont soucieux de ce que souhaitent les femmes, et comme je l'indiquais tout à l'heure, ils estiment ce désir respectable, mais ils sont également soucieux de ce que deviennent ces enfants, et nous ne tirons aucune conséquence de l'opinion publique. Mais alors attention, ce clivage, il ne faut pas le réduire à un clivage gauche-droite. Écoutez par exemple un moment émouvant qui vient d'avoir lieu dans l'hémicycle, ce moment où Roger Carucci, un sénateur LR favorable à l'extension de la PMA, a évoqué son expérience personnelle et familiale. Moi, je suis issu d'une famille très religieuse, très pratiquante, et qui, probablement, si mes honorables parents étaient encore vivants, s'opposerait fermement à tout ça, en disant « c'est diabolique ». C'est non. Et donc, franchement, de formation, je serais plutôt du style à dire « Satanas, rétro, dehors ». Et en réalité, je ne vote pas la loi, ni sur ces sujets-là, ni sur les autres, en fonction de mes convictions personnelles, mais en fonction de mon intime conviction de ce qui peut se faire de mieux ou du moins mal possible pour la société et pour les évolutions. Un dernier mot, Rebecca, pour évoquer la présence de Ludovine de la Rochère, la présidente de l'association La Manif pour tous. Elle se trouve en tribune de presse, en tribune du public, et elle écoute attentivement les sénateurs. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces précisions sur ce texte que nous allons évidemment traiter pendant plusieurs jours sur Public Sénat. Place à notre grand débat. On va donc revenir sur toutes ces actions syndicales qui s'organisent contre la réforme des retraites. On n'est plus dans des modes d'action classiques, grève ou manif, non. On fait maintenant face à des actions coup de poing, syndicats contre syndicats, intrusion d'hommes cagoulés ou coupure d'électricité. Un cap inquiétant a-t-il été franchi? On va s'interroger avec nos invités dans un instant. D'abord les détails, les images, c'est avec Fabien Recker. Une boulangerie plongée dans le noir ce matin à Orly. Plusieurs communes du sud de l'Île-de-France étaient momentanément privées de courant mardi, 35 000 foyers concernés. L'action, revendiquée par la Fédération CGT de l'énergie, suscite la polémique. Vous imaginez non seulement le désagrément, mais parfois la mise en danger des personnes. Quand vous êtes dans un ascenseur et que tout d'un coup le courant s'arrête, quand vous êtes sous assistance respiratoire. Donc c'est scandaleux. Alors que la grève s'essouffle dans les transports, d'autres modes d'action apparaissent. Vendredi, un collectif de grévistes s'introduisait dans les locaux de la CFDT, le siège du syndicat réformiste qui a subi une nouvelle intrusion lundi, revendiquée par plusieurs syndicats CGT de l'énergie d'Île-de-France. C'est une quinzaine de personnes cagoulées, habillées en noir, qui ont pénétré dans l'entrée de la CFDT et qui certaines d'entre elles se sont faufilées, entre guillemets, dans la trappe EDF qui existe et ont coupé l'électricité. Ça a duré quelques minutes. Une quinzaine de minutes. Mais avec, pour les personnes de l'accueil, pour les personnes qui passaient, situation assez impressionnante. Une action avec laquelle le secrétaire national de la CGT Énergie prend ses distances, tout en assumant les coupures de ce matin au sud de la capitale. Aujourd'hui, on a bien compris que lutter dans les entreprises, faire simplement grève, ça ne suffit plus.
On a bien compris que médiatiquement, il fallait faire le buzz pour qu'on puisse être médiatisé, que ce soit dans la presse ou dans les télévisions. Et donc du coup, comme l'ont fait les avocats, comme l'ont fait d'autres professions, nous, en agissant sur l'outil de travail, c'est vrai qu'on crée les conditions d'être popularisé. C'est ce que l'on fait. Une façon surtout de rappeler pour ce syndicaliste qu'électriciens et gaziers restent mobilisés contre la réforme des retraites. Par la voix de son secrétaire général Philippe Martinez, la CGT a condamné toute forme de violence. Et allons plus loin dans le grand débat d'ALPL. Avec nous ce soir, Jean Garrigue, bienvenue. Vous êtes historien, professeur d'histoire politique à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire. Jean-Marie Pernaut, bienvenue à vous également. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, co-auteur de ce livre, La Grève. Alexandre Malafaille, bienvenue à vous également. Vous êtes président du think tank Sinopia. Et Jean-François Amadieu, sociologue spécialiste des relations sociales. Merci à tous les quatre d'être ici. On voit bien qu'on est passé de manif et grève à ce que j'appelais des actions coup de poing. Vous me direz d'ailleurs si peut-être le terme est bien ou mal choisi. Syndicat contre syndicat. Ça semble inédit. Est-ce que c'est le cas, Jean-Marie Pernaut? Est-ce que ce mode d'action, syndicat contre syndicat, vous surprend? Oui, enfin, il faut faire attention. Il y a eu 2 intrusions. À la CFDT, on n'est pas encore dans une guerre entre syndicats. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions aujourd'hui. Il y a visiblement le mouvement, effectivement, change de forme. Bon, c'est un constat qui est assez simple à faire. À partir du moment où les moyens traditionnels, classiques, institutionnalisés de protestation et de revendication ne fonctionnent pas, il faut s'attendre, effectivement, à voir se développer dans le pays autre chose. On l'avait déjà vu avec les Gilets jaunes. Le mouvement syndical, ça fait 15 ans maintenant, qui défile en bon ordre, qui déclare ses manifestations, qui pose des revendications. Vous n'êtes pas loin de justifier ces actions et de les minimiser. Non, les minimiser, au regard de ce qui se passe dans le pays. Au regard de ce qui se passe dans le pays, bon, c'est 2 événements qu'on peut juger regrettables ou non. Ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, bon, je pense qu'il ne faut pas polariser la mobilisation sociale aujourd'hui sur ces événements, même s'ils ont du sens. Alexandre Malafaille, vous voyez les choses de la même manière ou vous diriez qu'il y a un cap inquiétant qui est franchi? S'il y avait en fait que ces 2 éléments-là, on pourrait les contextualiser par rapport à un moment donné d'événements pas très importants, mais vous reliez ça à ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, qui doit quitter son théâtre pendant un certain moment, l'attaque de la Rotonde, et puis quand vous remettez un peu en perspective le champ d'observation, on se rend compte qu'il y a vraiment une forme de radicalisation de la société, et qu'en fait c'est une évolution du rapport de force. C'est-à-dire qu'en fait il y a une asymétrie du rapport de force qui s'exerce entre ceux qui protestent et qui jusqu'à présent obtenaient des résultats par des voies plus classiques. Ça ne marche pas, en tout cas les gens ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être compris, ou de ne pas être respectés, ce qui est peut-être beaucoup plus grave et beaucoup plus profond à mon avis, et donc on invente de nouvelles formes de résistance qui s'apparente d'une forme de guérilla moderne en fait. Tous les systèmes, toutes les populations oppressées finissent par le terme est intéressant. S'organiser en disant voilà, on rentre en guérilla et on va faire des actions coup de poing pour perturber, embarrasser, gêner, interpeller, faire le buzz comme ça a été dit par un intervenant, parce que ça fait aussi partie des armes modernes de la communication. L'image elle devient souvent beaucoup plus importante que les mots. Donc je crois que c'est très significatif, parce qu'ailleurs on en parle, il y a 15 personnes cagoulées qui rentrent quelque part et que là ça fait l'actu quoi. Sauf que ça fait l'actu. Jean-François Amadieu, guérilla moderne, radicalisation, on entend beaucoup de mots qui vous semblent pertinents. Oui, bien sûr, sachant que à chaque fois, et on peut dire depuis une quinzaine d'années au moins, il y a des étapes supplémentaires qui sont franchies dans le domaine de cette fameuse radicalisation. Alors au début, dès 95 d'ailleurs, on a dit tiens c'est le retour à des formes d'action post-68 hard, un peu plus dures, etc. Petit à petit, on avait vu d'ailleurs, s'agissant d'opérations de blocage, diverses et variées, d'occupation, les premières opérations médiatiques vers 2009, 2010, il y en avait pas mal. Puis par la suite, je me souviens d'ailleurs aussi déjà de blocage, de coupure d'électricité au domicile d'un parlementaire qui examinait un projet de loi sur EDF, je me souviens de ça. Mais là, on a franchi une étape supplémentaire depuis quelques jours. Et pour moi, cette étape, c'est le fait que des structures syndicales explicitement revendiquent ce type d'opération. Contre un autre syndicat. Oui, alors d'une part contre un autre syndicat, premièrement. Deuxièmement, écrivent, assument, publient des documents dans lesquels vous dites oui, en effet, c'est bien nous, et on le revendique et on l'assume totalement. Ce n'est pas des militants isolés, ce sont des structures de la CGT par exemple.
Et puis, plus surprenant, hier, une secrétaire confédérale qui, de façon répétée, va faire des déclarations indiquant que ce qu'elle regrette, c'est qu'on soit attaqué à la CFDT, mais qu'en revanche, si c'était la présidence de la République ou une entreprise du CAC 40, ce serait tout à fait différent. Donc c'est quand même... assumées, revendiquées. Oui, non, mais auquel s'ajoute le fait que le numéro 1 de la CGT préfère pour l'instant ne pas s'exprimer sur le sujet. Mais quand vous mettez bout à bout, c'est quand même, peut-être que Jean-Marie Pernaut pourrait me donner son sentiment, mais je trouve qu'on a franchi une étape supplémentaire dans le fait au fond, pas seulement de comprendre, mais même d'appeler à des actions de ce type. Parce que quand vous dites oui, couper l'électricité de la présidente de la République, ce serait finalement pas mal, quoi. Voilà. Donc, et je trouve que les structures syndicales le revendiquent à ce point-là, ça me paraît quand même et c'est aussi le sentiment qu'a dégagé hier le leader de la CFDT, Laurent Berger, qui lui dénonce un climat insupportable. Je voudrais qu'on le réécoute. Il était notre invité dans l'audition publique et je vous donne la parole ensuite, Jean Garrigue. Ce climat est insupportable. Je le répète, nous sommes dans une démocratie, nous ne pensons pas tous la même chose, c'est bien normal dans une démocratie. Il y a plusieurs organisations syndicales dans ce pays, elles ne portent pas toutes exactement la même appréciation sur la période, mais la CFDT est légitime, elle doit être respectée comme elle respecte l'ensemble des autres organisations syndicales. Je disais... Jean Garrigue, est-ce que ça veut dire que certains aujourd'hui n'acceptent pas ou plus le principe de la démocratie ? Non, j'irai pas du tout jusque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un espace démocratique qui, depuis plusieurs années, notamment depuis le début du quinquennat Macron, on le voit bien, c'est radicalisé, hystérisé, brutalisé. Ça, c'est un fait qui ne se constate pas uniquement dans le mouvement social et uniquement dans ce mouvement social contre les retraites. C'est quelque chose de massif et de global. Et il y a des tas d'exemples pour le prouver. Mais en ce qui concerne le mouvement syndical en lui-même, on ne peut pas faire abstraction aussi parce que c'est très important ce qui a été dit, la nouveauté, c'est de voir une centrale syndicale qui revendique ces débordements qu'on pourrait d'habitude attribuer à la base ou à des radicaux. Ça veut dire aussi que deux formes de syndicalisme aussi se confrontent et que dans ce conflit en particulier, on peut avoir l'impression que le syndicalisme réformiste ou de concertation qu'incarne la CFDT a gagné une manche, en tout cas en obtenant le retrait de l'âge pivot, même si c'est un retrait provisoire. Il y a quand même vis-à-vis de l'opinion publique, et peut-être même dans l'espace des salariés, dans l'espace syndical, la sensation qu'ils ont remporté une victoire. Et donc vexer les autres, agiraient avec violence. C'est pas la question d'être vexé, c'est la question d'occuper aussi cet espace de la protestation, d'essayer aussi d'exister dans cet espace, de montrer qu'on a aussi d'autres revendications à faire, à obtenir. Et là, on ne peut pas faire abstraction aussi de cette compétition au sein du mouvement syndical. Jean-Marie Pernaut. Oui, non, je pense qu'on ne peut pas. Vous avez raison de rappeler toujours ces contextes-là, évidemment. Enfin, d'abord, il faut bien voir comment fonctionnent les organisations syndicales dans un mouvement comme celui-là. Elles ne contrôlent pas tout. Et à vrai dire, elles ne contrôlent pas grand-chose. Ce n'est pas seulement une question de rapport base-sommet, c'est aussi, il y a des structures intermédiaires, il y a des fédérations, il y a des unions territoriales, etc. Et une confédération, dans l'action, ce n'est pas un général qui envoie ses troupes ici ou là. Ça ne l'a jamais été. Ça ne l'a jamais été, mais là, je pense qu'après le mouvement des Gilets jaunes, qui a une influence sur tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une prise en main de la base par elle-même et les structures syndicales. Bon, je pense que ça explique la prudence des dirigeants confédéraux. Enfin, Martinez a quand même dit qu'ils n'endossaient pas ce qui s'était passé vis-à-vis de la CFDT. Donc, il ne faut pas les impliquer là-dedans. Simplement, ils font attention parce que c'est une partie de leur base qui est dedans. Alors, la question, c'est comment des bases radicalisées arrivent effectivement à déborder un peu des procédures, disons, de bonne civilisation. C'est-à-dire qu'il y aurait une gilet jaunisation, pardon, pour ce néologisme, des syndicats. Oui, j'avais utilisé cette terminologie d'ailleurs. Bon, mais d'où ça vient tout ça? Parce qu'on parle de brutalité, etc. Mais enfin, tout de même, la façon dont cette réforme des retraites tombe sur l'opinion publique. Il paraît qu'il y a eu 2 années de concertation. Enfin, quand vous entendez les syndicalistes parler de la concertation en question, on n'a toujours pas le projet sur la table. Personne ne sait ce qu'il y aura dedans. On sait que ça sera des trucs avec des points. Petit à petit, là, il y a des choses qui sortent.
il y a eu des Là, cas types, etc. Moi, je pense que lorsqu'on brutalise la société de cette manière, on a une part de responsabilité dans l'augmentation des tensions sociales. Lorsque vous... Alors ça, c'est l'histoire de toutes les grèves. Quand vous laissez des gens en grève pendant 40, 45 jours en leur disant, vous savez, vous pouvez toujours faire grève, on n'en a strictement rien à faire, il ne faut pas s'étonner si... Alors, c'est pas forcément endossé, vous comprenez ce qui se passe. Moi, je ne suis pas un type brutal. Et j'aime pas quand on en arrive dans un système politique à ça. Mais je redoute beaucoup les jours et les semaines qui viennent. Parce que le pouvoir politique sait que lorsqu'on annonce à la radio, à la télé, partout, qu'on va supprimer les régimes spéciaux, on sait ce que ça produit. Des grèves comme ça, c'est pas la première. 95, 2000. Alors 2003, on les avait mis de côté, mais l'année dernière sur le statut de la SNCF. Donc tout ça est quand même extrêmement prévisible. D'accord. Donc une violence qui répond à une autre violence. Et je pense qu'il y a une violence sociale dans la façon dont on veut imposer des réformes à une opinion publique qui est quand même plus que partagée. Et à un mouvement syndical dont je suis désolé de dire que la majorité des organisations qu'il constitue est radicalement hostile à la réforme. Donc, on parle de la CFDT, là ça polarise. Mais enfin, il n'y a pas que la CFDT dans ce pays, il y a plusieurs syndicats, et la majorité d'entre eux, représentant une majorité de salariés, puisqu'on évoque souvent les résultats aux élections professionnelles, qui sont extrêmement hostiles à ce projet, et qui découvrent jour après jour les bribes d'informations qu'on veut bien leur donner. C'est aussi une violence ressentie par beaucoup de Français. Tout ce qu'on leur dit, c'est que maintenant, c'est l'ensemble de leur carrière qui va être prise en compte. Il y a beaucoup de choses qui sont... Le gouvernement va présenter au Parlement un texte qui n'est pas complet. Enfin, on va où, là? Alexandre Malafaille. Ça dépasse très largement la problématique de la réforme des retraites. Tout ça est très profond. Vous avez une espèce de mémoire collective des Français qui se souvient de tout. Depuis 40 ans, de l'absence d'exemplarité des politiques, des fautes de gestion, des promesses pas tenues, des comportements insupportables. Tout ça, petit à petit, a cristallisé. Et la faute, si je peux dire, revient malheureusement à Emmanuel Macron, qui, avec le dynamisme qui a été le sien et la volonté d'avancer très vite, a cristallisé un certain nombre de rancœurs à un point que finalement la corde s'est tendue et elle a cassé. Et quand c'est cassé, c'est très difficile. Quand vous ouvrez la boîte de Pandore, pendant des années et des années, vous avez du mal à refaire, si je peux dire, rentrer le diable dans la boîte. Et je ne traite personne de diable, évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est cassé. Et comment on reconstruit? Il y a un énorme chantier de fond. Mais le vrai problème, c'est ça. C'est que vous avez cette espèce de gilet jaunisation de la société, ça c'est clair. On est au début de quelque chose de nouveau qu'il va falloir apprendre à gérer. Et ce qui est certain, c'est que ça va imposer aux gens qui sont aujourd'hui aux affaires, qui demain seront aux affaires, de gouverner autrement. On ne pourra plus gouverner ce pays comme on l'a gouverné jusque-là. Fabriquer une réforme acceptée et qui n'est pas subie, ça suppose une autre forme d'intelligence. Restons, si possible, sur l'analyse de cette réponse syndicale, Jean Garrigue. Bon, je rappelle que les précédentes réformes des retraites ne sont pas passées non plus comme ça et qu'il y a aussi des mouvements sociaux pour s'y opposer. Alors, faut-il considérer que la brutalisation de l'espace public, comme il me semble qu'on peut se mettre d'accord pour le constater, est une réponse à la brutalité du pouvoir? Il y a certainement une part de vérité là-dedans. C'est vrai que la méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron, au moins dans la première partie de son quinquennat, était une méthode qui a hystérisé aussi la vie publique. Mais je ne pense pas que ça soit le seul facteur de ce à quoi on assiste maintenant. Je pense qu'il y a des facteurs internes au mouvement syndical. Effectivement, la difficulté pour les directions syndicales d'encadrer la base, les fédérations, des conflits entre les fédérations et le sommet, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a aussi une petite musique de banalisation quand même de la violence. Je pense que c'est indéniable qu'il y a depuis quelques années une sorte de banalisation dans les médias, dans les réseaux sociaux, un peu partout, de cette violence qui monte. Alors on peut la minimiser, on peut trouver là encore des raisons profondes. Moi je pense qu'elle vient profondément de la rupture de ce contrat de confiance entre une majeure partie des Français et leurs élites, quelles qu'elles soient. Et ce que montre ce conflit, c'est que la perte de confiance, c'est une perte de confiance évidemment envers le pouvoir politique, c'est aussi une perte de confiance envers le pouvoir syndical, envers le pouvoir médiatique. On voit que ce contrat de confiance, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, sur la nécessité de trouver une nouvelle forme de gouvernance, de faire évoluer la démocratie. En attendant, ces actions ponctuelles de certains CGTistes posent en effet la question de l'autorité de Philippe Martinez, vous l'avez un peu dit, à la tête de la CGT. Contrôle-t-il encore ses troupes? Est-il dépassé? Et je vais me tourner vers vous dans un instant, Jean-François Amadieu. En tout cas, il se désolidarise de ces actions. Il a appelé directement Laurent Berger pour le lui dire. Écoutez.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est que Philippe Martinez ait pris l'initiative d'appeler vendredi. Je l'ai saisi de ce qui s'était passé ce matin et il est sans ambiguïté à titre personnel pour me dire qu'il condamne. Eh bien, je ne vais pas aller m'immiscer ensuite dans la gestion de son organisation. Je ne me permettrai pas de le faire. Mais en tout cas, je le dis, Philippe Martinez a condamné cette action. Jean-François Amadieu, on voit bien que Philippe Martinez condamne, mais à titre personnel. Évidemment. Il est dépassé ? 1, il le fait à titre personnel. 2, c'est le secrétaire général de la CFDT qui parle pour lui. Donc c'est oui, très il bien. n'a pas lui-même dit devant des caméras, Voilà. j'ai appelé Laurent Berger. Ensuite, on peut regarder les déclarations qui ont été faites par le bureau confédéral, en l'occurrence Céline Verzelletti, qui s'est exprimée plusieurs fois. Et ce n'est pas franchement une condamnation. Alors on comprend l'embarras de Philippe Martinez, et je crois que c'est un élément important pour comprendre ce qui est en train de se passer. On parle beaucoup de gilet jaunisation. Bon, effectivement, on vient très bien de rappeler ce que ça pouvait signifier et comment tout le monde maintenant cherche à faire le buzz et comment il y a une sorte... Bon, bref. Mais ceux qui aujourd'hui font les coupures de courant, notamment en Ile-de-France, sont bien connus. Ça fait partie de cette aile, de ces militants ou de ces structures de la CGT qui pèsent à peu près entre 25 et 30% au dernier congrès de la CGT, qui sont donc assez nombreux, assez puissants. Il y a la chimie, enfin ils sont quelques-uns. Édouard Philippe appelle à des sanctions. Oui, alors ceux-là, qui sont ces militants, on les connaît bien, et ces structures, en fait... Et c'est ça qui est évidemment le point important, surtout pour la suite, c'est que au fond, ce sont des nostalgiques de l'ancien PCF et de la lutte de classe. Ils ont cette conception du syndicalisme. Et si vous voulez, ils rentrent en résonance d'une certaine manière avec ce qu'on a pu trouver dans le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, beaucoup de ceux-là étaient déjà présents dès le début du mouvement des Gilets jaunes et ont d'ailleurs reproché à Martinez de ne pas être dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Mais c'est les mêmes. C'est les gens de l'énergie, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, ça crée un nombre important, finalement, qui n'est pas tout à fait anecdotique, vu leur poids au sein de la CGT, de gens qui sont sur une conception classique, finalement, de la lutte de classe, de l'adversaire patronal, refusant le dialogue social, etc. Donc, ça forme un tout. Ils étaient moins visibles, sans doute, et ils avaient moins le vent en poupe, mais aujourd'hui, ils comptent, et c'est probablement pour ça que... Philippe Martinez, c'est ce que dit Laurent Berger, après c'est les affaires internes de la CGT, mais c'est peut-être un peu compliqué au sein de l'organisation aujourd'hui. Mais du coup, dans le paysage syndical, au fond, c'est vrai que le choix qui a été fait par l'appareil de la CGT et le choix de cette grève, et vous rappeliez celle de l'année dernière en 2018, finalement s'est révélé un relatif échec. Du coup, ça renforce, et là je vous rejoindrai, à partir du moment où l'exercice traditionnel de la grève et de la manifestation, ou le dialogue social, version sédétiste, réformiste depuis 2 ans, ne marche pas, parce que c'est quand même vrai dans les 2 cas, grosso modo. Attendons de voir le mois d'avril pour voir si la conférence fonctionne, mais quand même c'est un constat d'échec dans les 2 cas. Du coup, ça donne de l'eau, au fond ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui sont sur une conception de l'ancienne CGT de 1906 et de la lutte de classe. Vous avez parlé de la violence de la méthode gouvernementale, il y a aussi des images qui n'apaisent pas les esprits, ce sont les violences de certains policiers qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, et c'est-à-dire qu'il y a aussi un durcissement de la réponse policière. La radicalisation est-elle finalement des 2 côtés? Avant de vous poser ces questions, je voudrais qu'on aille en salle des conférences. On va rejoindre Steve Jourdain qui est aux côtés du sénateur socialiste Jérôme Durain. Oui, Jérôme Durain, un climat de violence en France, violence notamment entre 2 syndicats historiques, CGT, CFDT. Qu'est-ce que ça vous inspire ? De l'inquiétude. De l'inquiétude parce que effectivement il y a une violence qui a plusieurs niveaux dans la société française. Il y a une violence dans les manifestations de tous bords, mais on a quand même perçu ces derniers temps qu'on mettait en cause les violences du côté de la police et un certain nombre de dérapages, on les appelle comme on veut, mais c'est presque attesté politiquement, tout le monde en a pris conscience. Il y a une violence sociale qui s'est exprimée avec les Gilets jaunes, qui s'exprime aujourd'hui avec le mouvement contre les retraites, et puis il y a une violence symbolique. Il y a une violence symbolique dans la société française. Qui est due à quoi ? Qui est due... quiconque observe le fonctionnement du pays depuis l'élection d'Emmanuel Macron comprend qu'on a le sentiment quand même qu'il y a un pouvoir qui s'est un peu éloigné des gens et qu'il y a eu des formules malheureuses, un sentiment d'humiliation, je pense, d'une partie de la population, un sentiment de déclassement et finalement l'idée que là-haut,
ils sont très loin de nous. Donc tout ça n'est pas étonnant. Les violences policières, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron ? C'est de la responsabilité de ceux qui n'ont pas endigué assez tôt ce qu'on a pu observer l'année dernière. C'est sans doute une doctrine d'emploi des forces de l'ordre qui a été mal pensée. C'est l'utilisation de techniques, le plaquage ventral, d'outils, les LBD, les GLIF4, les grenades de désencerclement, qui produisent des violences. Là aussi, il y a eu des alertes très nombreuses. Certains soutiens d'Emmanuel Macron, je pense à Jean-Pierre Mignard, François Assurault, avaient tiré l'alarme en disant « Attention, il se passe quelque chose dans le pays en termes de liberté publique ». Voilà, donc c'est un climat qui est mauvais. C'est un climat qui est mauvais. Concrètement, comment mettre fin à ces tensions dans la société française aujourd'hui ? Il faut réconcilier. Il faut parler au nom de tous. Quand on est le premier, on n'est pas le premier seulement pour les premiers de cordée, on est le premier pour l'ensemble de la cordée. Et visiblement, ceux qui sont au bout, loin, au dernier rang, ils ne se sentent pas emmenés. Donc il y a un sujet politique, un sujet de parole politique, un sujet de prise en considération des oppositions. Les retraites, si ça passe dans ces conditions-là, de défaut d'acceptation sociale, ça va donner quoi ensuite ? Comment cette colère va-t-elle s'exprimer ? Donc moi je suis inquiet parce qu'il y a eu les gilets jaunes, je pense qu'ils sont encore dans les têtes, il y a les retraites, des revendications syndicales qui ne trouvent pas à s'exprimer, et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une société qui s'effiloche, ou en tout cas qui se distend, et il faut réapprendre à vivre ensemble dans ce pays. Donc c'est le rôle du chef de l'État parce qu'il est élu pour ça. Merci Jérôme Durin d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci Steve, et j'ajoute cet extrait de l'édito du Monde du jour. On peut lire ceci: pour éviter le point de rupture, Emmanuel Macron doit redoubler d'efforts pour tenter d'endiguer sa politique qui reste largement incomprise. Il doit aussi traiter sans transiger les violences policières qui contribuent elles aussi à cette dangereuse surenchère. Jean Garry. Oui, alors, c'est un vaste problème. Il y a beaucoup de vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que disait le sénateur. Et bon, il oublie simplement que, ce que je sache, le précédent quinquennat n'avait pas recueilli des records de popularité, et ce qui a obligé quand même François Hollande pas se représenter. Et j'ai pas l'impression que le discours aujourd'hui des dirigeants socialistes contribue à restaurer cette paix sociale à laquelle il semble aspirer. Mais ça, c'est le jeu de l'opposition. En ce qui concerne la violence, les violences policières, les policiers vous diraient qu'ils récusent ce terme, ou en tout cas, vous avez parlé de violence légitime. Il y a eu des actes de violence illégitime, c'est incontestable, et une certaine complaisance compliquée aussi à expliquer, qui tient en partie à la volonté du pouvoir politique de séduire, ou en tout cas de tendre la main à une partie de son électorat, et ce qui explique aussi la droitisation d'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, enfin de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron aussi. Cet élément a été véridique. Il faut voir aussi qu'il y a cette brutalité policière, cette violence policière répondait aussi à une violence d'un certain mouvement. Je pense que les spécialistes des mouvements sociaux vous diraient que dans ce qui s'est passé dans les Gilets jaunes, il y avait quand même beaucoup d'éléments nouveaux qui ont pu aussi contribuer à ce qui s'est passé du côté des policiers. De violence des deux côtés, mais on ne sait pas par où ça commence, Jean-Marie Pernaut. Moi, je pense que ceux qui gouvernent sont d'abord, et c'était eux qui sont à l'initiative, donc c'est d'abord par là qu'il faut regarder, ce qui n'absout pas évidemment tout ce qui peut se passer par derrière. Moi, je crois qu'on a une tendance quand même de fond qui ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui est cette forme de désinstitutionnalisation de la contestation sociale. Les syndicats, ils sont là non seulement pour revendiquer, contester, etc., mais ils sont là aussi pour canaliser le capital de protestation qui existe toujours dans la société, et en particulier dans la société française depuis des siècles et des siècles. Donc on a inventé des dispositifs à travers la négociation collective. On a institutionnalisé les acteurs pour porter ça, pour essayer de construire des compromis sociaux, c'est-à-dire des choses qui permettent de passer, d'avancer, mais en même temps de tenir compte des résistances. Et tout ça est piétiné, pas seulement depuis l'arrivée de Macron, mais ça se radicalise, et qu'on est en train on est affaire à des processus très lourds de désinstitutionnalisation du conflit. Et à partir de là, personne ne contrôle quoi que ce soit. Je veux simplement revenir sur un point. Je crois que les Français, comme les peuples en général, peuvent accepter beaucoup de choses de la part de leurs gouvernants, de la part du pays dans lequel ils vivent, avec les évolutions et les transformations qui sont nécessaires. Mais ça suppose à chaque fois quelque chose de fondamental qui est le respect. Et quand les gens ne sont pas respectés, qui n'ont pas le sentiment qu'ils sont respectés, et qu'en plus ils ne comprennent pas ce qu'on fait d'eux, pas ce qui se passe, et qui sont dans un monde qui leur fait de plus en plus peur et dont ils ont le sentiment qu'il est de plus en plus présent
prédateur, forcément, quand vous avez en plus cette accélération qui est liée à une transformation plus rapide du pays, vous arrivez à un moment de cristallisation où les gens rejettent le système et s'organisent pour se défendre, parce qu'ils ont le sentiment de manière parfaitement convaincue qu'ils sont sur un bon combat et que quelque part leur cause est la bonne cause. Dans toutes les démocraties, il faut le préciser. Comment ? Dans toutes les démocraties, pas seulement en France. Jean-François Amadieu pour conclure. Et pour conclure, il y a peut-être une bonne nouvelle depuis quelques jours, c'est que pour la première fois, on a quand même des déclarations de l'exécutif au sujet des forces de police qui deviennent quand même un peu plus en phase avec ce que les Français peuvent peut-être... Un appel à l'exemplarité. Voilà, qui quand même est bienvenu. Il était temps, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour la suite finalement. Et pour apaiser les tensions, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, je vous retrouve comme tous les jours à 17h30 et puis à 7h30 évidemment. Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique demain sera Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Très bonne soirée sur Public Sénat.